Et là, je mets le son et normalement, on nous entend. Et bah bonjour à tous. On est désolé du retard, mais il n'y a rien qui fonctionnait. Et du coup, c'est un peu la décadence. Es-tu prêt, mon cher invité du soir? Bien sûr. On te voit de profil, c'est beau. Ouais, vous me verrez. Voilà, pour moi, c'est là. Ouais, sinon, il faut que je regarde là, mais c'est toujours gênant. Ça marche. Bah, je vais lire mon édito. Enfin, je vais pouvoir commencer. Alors, pour le second épisode d'Imagilab, je reçois une personne que je connais depuis maintenant environ 12 ans. On s'est rencontrés sur les bancs du collège pour ensuite passer un bon petit moment ensemble, mine de rien. Alors, comme toutes les amitiés de longue date, on s'est habitué à se lancer des insultes, ou à se lancer des fions, des insultes bienveillantes, hein, et des vannes sans attaque personnelle, mais aujourd'hui, même si ça va lui faire bizarre, je vais essayer de faire une présentation assez élogieuse de la personne. Ah, il est content. Enfin, je vais essayer, hein. Non, c'est ça. Le collège-lycée, c'est clairement la période de la vie où on se construit en tant qu'humain. Je pense même que c'est le moment propice où est plantée la graine de l'imagination. J'aime bien faire des petites licences poétiques comme ça, tu me diras ce que t'en penses. Avec mon invité de ce soir, je pense pas qu'on ait échappé à la règle. Durant ce moment, on a construit notre humour ensemble avec François Pérusse et Camelot, entre autres. Et ça vaut ce que ça vaut, mais c'est déjà pas mal. On a passé un temps fou à jouer en ligne, mais aussi c'est avec lui et un autre groupe d'amis, un bon groupe d'amis, qu'on a découvert le jeu de rôle, entre autres, et pas mal de jeux de société. Puis sans oublier les vacances où je suis passé chez lui, où on a maté des tas de films, bons comme mauvais, des bonnes et des mauvaises surprises pour le coup. Mais je peux aller à divaguer sur des anecdotes personnelles à l'infini, alors je vais m'arrêter là. Ma première question ce soir, Aurélien, alias Décibel, comment vas-tu? Bah, ça va, ça va. Et toi? Écoute, ça va très très bien. Petit un peu Confine. d'interview. Ouais, tu peux, hein. C'est un échange, donc il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que je sais de toi, Aurélien? Je sais que mon invité précédent, qui était Nathan, tu as étudié le game design, mais avec du développement, toi, dans ton parcours. Plus, C'est c'était pas ça. que du GD, ouais. Donc, tu as fait ça à Isard Digital, une école à Paris. Ouais. Actuellement, tu travailles dans le jeu vidéo encore aujourd'hui. Notamment récemment, tu as bossé sur le jeu Skate Balzac, disponible sur Steam pour te faire ta petite promo, et dont c'est l'anniversaire, donc il a moins de 50%. Et on dirait que c'est calculé, alors que pas du tout. Un peu de pub, ça te fait pas de mal. Pour dire à quel point c'est pas calculé, je ne le savais même pas. C'est un autre développeur qui l'a mis sur Facebook il y a genre 2 heures. C'est ça. Et tu me l'as dit, genre en arrivant un petit peu avant le début du live, quoi. Mais t'as aussi eu ta période Magic. J'en sais quelque Ouais. chose, pour le coup. Je sais pas si tu joues encore. On en parlera sans doute un peu. Euh, Puis t'as fait pas mal de jeux de rôle, mais tu continues à en faire. Mhm. Et voilà. Est-ce que tu veux dire quelque chose, rajouter quelque chose sur cette brève présentation? J'ai été assez succinct. Non, non, je pense que tout le reste, on en parlera bien assez ensemble. C'est ça. Donc, en ce moment, tu bosses où? Je sais pas si tu as le droit d'en dire beaucoup ou quoi. Ce que tu peux dire, dis-le. C'est pas spécialement confidentiel. Je taffe à Pimpin Team, une petite boîte de jeux vidéo parisienne de jeux mobiles. Pimp intime. C'est ça. C'est mignon. C'est pas du tout connu. C'est ce qu'on appelle de l'hyper ou de l'ultra casual. Et c'est du jeu mobile. D'accord. Et du coup, toi, dans ton boulot, comment est-ce que tu décris ta journée de travail type? Ma journée de travail type, alors elle est extrêmement malléable vu que c'est de l'hyper casual, c'est du jeu c'est des projets de très court terme, c'est-à-dire ouais, une semaine, deux maximum, où en gros on va produire des protos de jeux très simples et, euh, et qu'on va faire tester. Et ceux qui fonctionnent, on va les faire perdurer. Donc une journée typique, c'est bah, comme beaucoup de boîtes de développement, à 9h, à 9h30, 9h, pardon, de 9h à 9h30, une réunion sur laquelle chacun fait son petit point, dit ce qu'il va faire aujourd'hui, et régulièrement le patron va venir vers les fins des projets de chaque groupe, vu qu'on est souvent séparé en un groupe de développement qui varie, parler des prochains projets sur qu'il est en train de flairer, parce que son but à lui c'est juste de flairer la hype, enfin la mode des prochains jeux qui fonctionnent sur le mobile, principalement iPhone États-Unis, vu que ça varie beaucoup aussi en fonction des plateformes et des pays, et essayer de trouver ce que nous on pourrait ramener, ce que nous on pourrait faire de plus par rapport qu'auraient les autres jeux, et essayer de sortir un proto en une semaine de ces jeux-là pour les faire fonctionner et de voir si ça fonctionne. Ok. Ok, c'est cool. Et du coup, toi, pour le coup, tu souffres absolument pas du confinement. Non, Vis-à-vis pas de du ça. tout.
Non. Pour tout dire, la boîte, elle a même changé de style, c'est-à-dire qu'avant avant le confinement, elle était en full présentiel. Hmm. À cause du confinement, comme tout le monde, on est passé en confinement. Et au final, ça s'est tellement bien passé que le patron a décidé de, même hors confinement, de rester 3 semaines, 3 semaines en télétravail. D'accord. Ok. Donc non, ça. Bah, je pense que ça a été le cas de beaucoup de boîtes d'informatique au final, parce que nous, c'était un peu le cas aussi. On a... Surtout les petites, parce que Ouais. les grosses structures sont plus reloues à adapter. Hmm. Ok, ok. Est-ce que tu as des objectifs personnels sur plus ou moins long terme? Est-ce que par exemple, tu as des idées de jeu que tu voudrais mettre en place toi-même? Ça, des idées ce problème du jeu vidéo, quand on est passionné, c'est qu'on en a on en a un peu toujours. Mon objectif principal, enfin, même si c'est un peu compliqué pour le coup, ce serait que Skyball fonctionne, Hmm. qu'on puisse récupérer, qu'on puisse repartir à l'aventure sur un de nos jeux indépendants personnels. Mais pour ça, il faudrait que notre premier projet arrive à rapporter au moins autant qu'il a coûté pour pouvoir réussir à reconvaincre, reformer l'équipe et travailler avec les personnes avec qui on a travaillé pour refaire la même chose, vu qu'on en est fier en fait. Il n'a Mhm. pas fonctionné parce que on pense que c'est un milieu assez compliqué et assez hasardeux quand t'as pas un minimum de soutien publicitaire derrière. Mais, euh, mais bon, on y croit toujours. Des jeux indépendants qui fonctionnent 3 ans après la sortie. On en a vu un exemple très récemment et vous en avez parlé à ta dernière émission, tel que Among Us, Carrément, ouais. qui a Bah, fonctionné 2 ou 3 ans après sa sortie. Donc, suffit d'un coup de pouce, suffit de fans de jeux vidéo indépendants, de petits streamers et de choses comme ça qui arrivent à relancer les choses. Ça a si bien fonctionné à Among Us qu'au final, ils ont dû annuler, enfin, ils ont arrêté le développement du 2, ils voulaient en faire un deuxième opus en fait, et a priori, ils ont stoppé le truc pour pouvoir continuer le 1. Je sais pas si c'est vrai, j'ai pas mes sources pour le coup, c'est une rumeur, mais ça m'étonnerait pas, dans un sens. Qu'ils se refocusent sur le projet qui fonctionne. Carrément. Ok. Tu peux nous en parler un peu de Sky Balzac, histoire de donner aux gens envie de l'acheter à moitié prix aujourd'hui sur Steam. Bien sûr. Si on peut parler purement publicitaire, en gros, après, je pourrais peut-être détailler aussi son historique, vu que c'est à la base un jeu étudiant, mais bon, bref, c'est pas forcément le plus intéressant, à toi de décider. Mais sinon, pour parler du jeu vidéo en lui-même, c'est un mélange entre un platformer et et les mécaniques d'un jeu de musique. Hmm. C'est-à-dire que dans un jeu de musique très simple, on a trois contrôles. Chaque contrôle est associé à une couleur. Donc, si vous imaginez une manette de Xbox bleu, jaune et rouge pour X, Y et B, et tous les ennemis vont être associés à l'une de ces trois couleurs. Simple, ton personnage est proche de l'un de ses ennemis, tu appuies sur le bon bouton, comme si c'était une note de musique, et ton personnage va se projeter dessus et le détruire. Et ainsi, tu Mhm. vas construire ton niveau comme si tu construisais ta propre charte de musique pour progresser dans le niveau et traverser les niveaux. Et après, c'est une mécanique de platformer classique, des mondes qui sont structurés en niveaux avec un boss à la fin, et tu progresses à travers ces mondes. La Ça me... petite mécanique qu'on a en plus, c'est qu'on s'est alors amusé, peut-être notre plus mauvaise idée, vu que c'était la chose la plus dure à mettre en place en termes de GD, et la plus coûteuse en temps de développement. Dans le jeu, il y a plusieurs hauteurs de niveau. Plus tu es haut dans le niveau, plus c'est dur, et plus tu es bas, plus c'est facile. Et on a répercuté ça dans la world map, ce qui fait que on fait techniquement 3 niveaux en un et 3 niveaux par niveau de difficulté, ce qui fait qu'il y a énormément de niveaux, mais ça nous a permis de faire en fait une difficulté qui s'adapte au niveau du joueur. S'il Hmm. tombe parce qu'il a raté son pattern, il va se retrouver dans des niveaux plus faciles, etc. etc. Hmm. Et c'est clairement le genre de jeu où moi je suis nul, mais nul. Déjà un jeu de rythme, tu l'associes à un jeu de plateforme, enfin tu me connais un peu, mais en vrai très cool. J'y ai joué sur Switch et vraiment très très cool à tester. Euh, Effectivement, soit un minimum core gamer qui aime les jeux à la Super Meat Boy, les jeux de plateforme de la lignée des jeux un peu hardcore indépendants, arcade, ou les gros fans de jeux de rythme. Ce qui était drôle, c'est qu'on a eu des joueurs qui étaient pas spécialement forts en jeu de musique, mais qui avaient une notion des jeux de rythme incroyable et qui du coup avaient une lecture du jeu complètement différente et qui arrivaient très bien à prendre le jeu en main. Tu l'as fini toi le jeu? Oui, bien sûr, bien sûr. Comment il se la pète. J'ai développé le boss de fin, je devais quand même réussir à le battre, vu que j'étais développeur, mais aussi le designer et le Eh, designer. Donc, quand je te pose la question, est-ce que tu l'as fini legit? ah oui, non, mais bien sûr, bien sûr. En tant que designer enfin, c'est à débattre, mais de pas réussir à faire un minimum de ton niveau. Alors, à moins que c'est soit
t'es pas capable de faire ton niveau et c'est bizarre que tu en sois level designer vu que tu peux pas spécialement comprendre les sensations que vont avoir la cible de tes joueurs. Soit effectivement, t'es capable de le faire et c'est comme ça que tu peux juger sur les sensations. C'est très dur d'être un level designer alors que t'es pas capable de comprendre ta cible. Le joueur du grenier te verrait comme un ange pour penser comme ça. Alors, pas forcément parce qu'en vrai, bah, je comprends beaucoup de jeux beaucoup trop durs. Hmm. Parce que quand ça fait 4 ans que tu es dans un jeu et que tu le travailles tous les jours, tu l'apprends et tu l'apprends à une hauteur de Ouais. niveau assez élevée. Et par exemple, je comprends que c'est Miyazaki, si je dis pas de bêtises, l'un des développeurs de Dark Souls, qui est donc réputé, comme vous le savez, pour sa difficulté, et donc Demon's Souls à la base, qui avait dit comme quoi à la base Demon's Souls n'était pas une licence qui avait pour but d'être extrêmement dure et frustrante. Hmm. Ils l'ont assez strict, mais ils sont tellement habitués aussi, à mon avis, eux-mêmes à la difficulté, que vu que le jeu reste fair play, par contre, c'est-à-dire sur beaucoup, enfin, pas sur tous les domaines, mais sur beaucoup de domaines, les frames d'esquive sont incroyables. Il y a beaucoup de boss que tu peux mongoliser dès que tu as compris leur pattern. Et que bah oui, bah, les développeurs, quand ils font un boss, vu qu'ils connaissent le pattern, c'est dur de se rendre compte comment un joueur va arriver dans la salle et ne pas comprendre en fait. Par contre, ça, c'est un gros point de difficulté dans le level design qui fait que notre jeu est peut-être plus dur que ce qu'on a voulu faire. Ouais, et bah, c'est un peu vrai au final dans tous les domaines, parce que dès que tu crées quelque chose, en fait, t'es tellement habitué à ce quelque chose, dès que tu dois l'exposer à un public, que tu te rends pas compte qu'en fait, ils auront pas ta connaissance et ta logique du truc, quoi. C'est pour ça que généralement, on a des gros public tests ou ce genre de choses, parce que bah, c'est eux qui vont vraiment te donner le vrai retour, en fait, de tes utilisateurs finaux. Et quand tu es une boîte de 3 employés, bon, bah, on a réussi, on a fait des playtests, on a fait un groupe de playtests, on a demandé sur Facebook, vu qu'on avait fait pas mal d'événements où on avait ramené des personnes de la Japan Expo et des personnes qui s'étaient intéressées à notre jeu, vu qu'on a fait beaucoup de salons, qui sont portés volontaires pour tester notre jeu. Et le problème, c'est qu'on l'a fait très tard, vu que ça coûte cher et que c'était compliqué, les locaux et les choses dans le genre. Donc, on a pu en retirer quelque chose, mais c'est très compliqué. Je l'ai testé, moi, chez toi. Et c'était pas glorieux, de ma part, hein, mais très bien. Ok. Alors, comme tu as pu le voir avec l'épisode précédent avec Nathan, en fait, j'essaye de tourner autour le concept qu'on parle de l'imagination en règle générale. Donc le jeu vidéo en fait totalement partie. Mais du coup, ce qui m'intéresse, c'est de m'interroger sur les inspirations des personnes que j'invite avec moi. Donc voilà, je vais te proposer plusieurs thématiques. Et puis tu vas me dire, pour ces thématiques, quelles sont tes références principales, 2, 3, ou plus si t'en as plus, hein, bien sûr. Et on va pouvoir échanger à ce niveau-là. Alors, on va commencer par un thème simple pour toi, les jeux vidéo. Bah, comme je l'ai déjà cité, ma plus grosse licence, c'est Dark Souls. Mhm. Je pourrais en parler pendant des heures de la licence des Dark Souls. J'attends avec impatience le remake de Demon's Souls, qui est le seul épisode que j'ai pas fait, et que j'ai pas écrasé de A à Z. Euh, je pourrais en parler surtout énormément via sa narration. Beaucoup de personnes pensent que dans Dark Souls, il n'y a pas d'histoire ou que c'est juste un jeu avec du gameplay. Ce que je trouve génial dans Dark Souls, c'est que c'est un jeu purement autour du gameplay et qui pourtant a un univers derrière dense et immense, une narration incroyable, mais qui est faite extrêmement silencieusement, qui est Mhm. faite. Alors, il y a beaucoup de lore qui est détaillé dans les descriptions des objets, et donc là, qui est du lore plus poussé, mais même dans l'histoire globale, elle t'est narrée via uniquement de l'ambiance que tu vas lire des salles que tu vas traverser, de comment les boss vont s'adresser à toi, alors que tu ne comprends même pas spécialement pourquoi ils t'en veulent et des fois pourquoi tu les tues et ce que toi tu fais là, qui vont mettre dans l'univers, dans le gameplay, dans le gameplay, le fait de revivre, en fait, dans les jeux vidéo, quand tu meurs, bah, ça recharge ta dernière sauvegarde ou ton dernier checkpoint. Dans Dark Souls, c'est un vrai intérêt scénaristique. Mhm. Et genre. Et c'est Dark Souls, c'est quelque chose par rapport à la narration qui m'a fait énormément penser. Alors, je vais reciter quelqu'un que tu as déjà cité à ta dernière émission, Karim Debache. Mhm. À un moment, fait un épisode sur, je crois que c'est Alone in the Dark, au tout début. Il te raconte comme quoi, au lancement du film, il y a un pavé de texte pour mettre en place l'histoire. Ouais. Et il te dit pourquoi ça, c'est la plus grosse erreur que tu puisses faire dans le cinéma. Il te dit le cinéma, la base du cinéma, c'est si tu as quelque chose à dire, bah fais-le avec des images. La base du Mhm. cinéma, c'est les images, c'est pas le texte. Et donc, bah, évidemment, il y a ce que vont dire les personnages, mais si tu dois faire comprendre qu'un personnage est malade, tu vas plus le faire comprendre par l'image et son jeu d'acteur il va te décrire qu'il se sent pas bien. Et je trouve que bah, le jeu vidéo en fait partie. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec une grosse branche du jeu vidéo qui est la branche de jeu vidéo un peu trop scénaristique. Ouais. Alors, j'ai travaillé dedans. C'est donc, moi, je suis beaucoup plus de ce qu'on pourrait appeler, on pourrait diviser le jeu vidéo en deux écoles, l'école du gameplay et l'école de la narration. C'est
un gros truc très barbare, hein. Je le fais Hmm. pour grossir les choses. Et je suis beaucoup de cette école de gameplay qui souvent, bah, on dit, bah voilà, les jeux qui ont beaucoup de gameplay, ils ont souvent une histoire qui est pas ouf. Et ce que je trouve génial dans Dark Souls, c'est que bah, ils ont narré cette histoire avec le gameplay qui est donc la base du jeu vidéo. Et bah, je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait qu'il y a un immense lore. Il me semble qu'il y a beaucoup de bouquins en plus, et d'art, et enfin, des bouquins qui retracent l'art et tout ça de Dark Souls. Enfin, il y a une. C'est pas la plus grosse licence qui s'amuse à être, enfin qui utilise de l'intermédia. On pourrait beaucoup plus penser à World of Warcraft ou à un million d'autres Non, bah oui. et des choses comme ça qui ont bien plus étendu leur lore via le multimédia. Dark Souls, ça reste beaucoup plus sombre, enfin beaucoup plus vague, Hmm. à tel point que, bah, je sais pas si tu vois ce que c'est Bloodborne, qui est un autre jeu Si, si. de la même licence enfin des mêmes créateurs, à tel point qu'il laisse énormément en flou. Est-ce que Bloodborne et les trois Dark Souls, et même Demon Souls, sont dans le même univers par un quelconque moyen? Et il laisse énormément de clés, qu'il y a énormément de choses qui sont faites par les théories des fans et par énormément de petits indices qui sont très intéressantes. Mais le multimédia, il y a beaucoup qui sont joués, par exemple, dans Bloodborne avec la BD, mais c'est plutôt rare. Mais c'est pas mal utilisé quand même. Hmm, C'est pas hmm, la hmm. plus. Et vu que Bon, j'aime pas lire, je trouve que je ça suis aide pas. pas parler. Tu m'étonnes que tu veuilles pas qu'il y ait des pavés de texte au début. Toi, t'aimes plus pas lire en fait. D'ailleurs, par rapport à ça, tu parlais de Karim Debache. En fait, moi, à chaque fois qu'il dit ça, par rapport effectivement sur l'épisode de Lone in the Dark qui présente un texte où en gros ils expliquent le début du lore, ça me fait toujours penser à Star Wars, où en fait t'as le gros pavé aussi au début. Et mais je me suis toujours demandé, est-ce que du coup, bah après moi je suis un peu, enfin, je suis amateur de cinéma, mais raisonnablement, quoi, je suis pas plongé dans le cinéma. Je me suis toujours dit, mais est-ce que c'est bien de faire ça ou quoi? Et moi je sais qu'étant gamin c'était chiant, je lisais pas, hein. Ah, moi non. Du coup, je saurais pas te dire ce qu'il y avait à l'intérieur de ces textes-là, parce que je crois que je les ai toujours pas lus. Il faudrait contacter Karim Debache. Ça marche. J'aimerais bien le recevoir sur un Imagilab, carrément. Bah en fait, après, c'est particulier en fait quand il pense. Pourquoi est-ce que c'est dans tous les épisodes à part le 4? C'est parce que c'est devenu une marque de fabrique de la licence à tel point que je crois que les épisodes annexes de Star Wars n'ont pas ça. C'est seulement les 9 de Star Wars. Hmm. Mais que dans le premier, si tu te remets dans l'ambiance des années de la sortie de Star Wars 4, enfin de Star Wars à l'époque, c'était tellement alien à tout ce qui existait dans l'imaginaire que bah, je pense, bah, à la même manière que Alone in the Dark, a dû replacer le spectateur, de faire comprendre que bah, voilà, c'était dans un univers extrêmement lointain, extrêmement poussé Hmm. technologiquement, avec plein de trucs, parce que personne ne s'attendait à voir ce qui allait se passer, à tel point Ouais. que toutes les personnes qui travaillaient sur Star Wars avant que ça sorte ne croyaient pas en ça, ils ne comprenaient pas la science-fiction, ils n'y croyaient pas, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. C'est très intéressant les témoignages des, j'avais vu celui de, ça c'est marrant de le dire, mais de C3PO, de l'acteur de C3PO, qui a dû avoir le pire ambiance de tournage et qui disait bah personne n'y croyait, moi j'avais envie d'abandonner. La seule raison qui m'a donné envie, c'est que j'ai vu un arc de C3PO que j'ai trouvé magnifique. Et après, bon bah j'ai pas kiffé mon costume, on avait tous envie d'abandonner, on était dans le désert, personne croyait au film. Et au final, ça a donné une licence qui a fait, pour le coup, exploser l'imaginaire, je pense, collectif. Hmm. Ah bah carrément, oui. Je suis pas un fan inconditionnel, je vais peut-être me faire taper pour ça, de Star Mm. Wars pour le coup. J'aime beaucoup Star Wars, mais ouais, je suis pas un gros fan de cette licence. Mais clairement, force est de constater que ça a inspiré énormément de choses, moi y compris, hein, sur des jeux de rôle. C'est clair et net que j'ai été influencé par Star Wars en tout cas. Ok. Deuxième thématique, une ou plusieurs personnalités. Je pense que j'ai une vague idée déjà de la réponse. Content vu elle a été évoquée du coup, mais encore une fois, par Nathan, mais vous l'avez pas détaillé, ce qui m'aurait fait chier vu que du coup j'aurais dû peut-être essayer d'en trouver une autre plus dans le jeu vidéo, mais c'est évidemment Alexandre Astier. Très gros fan d'Alexandre Astier, que ce soit effectivement pour Camelot comme pour ses autres œuvres. Mhm. Un film que j'ai pas maté, David et Madame Ansem, mais où ces spectacles, ces one man show, enfin ouais, si la plupart du temps sont c'est one man show, et l'homme en lui-même. Ouais. J'ai maté énormément de ses témoignages. Je trouve le discours sur la plupart des choses qu'il a qui sont incroyables. Et sa vision de l'œuvre, qui est très personnelle et que je trouve géniale, en fait, qui est très difficilement applicable dans le domaine du jeu vidéo, par exemple. Souvent, bah, le jeu vidéo, on l'applique plus à un travail d'équipe. Là où, par exemple, avec Saint-Astier, il défend très précisément Mm. qu'il a une œuvre extrêmement personnelle de ses œuvres, qu'il écrit les dialogues pour ses acteurs parce que bah, il veut il les imagine par rapport à eux et quitte à ce qu'il est extrêmement on va pas dire chiant mais problématique parce qu'il écrit ses
dialogues au dernier moment, qu'il est et que ça crée beaucoup de problèmes, mais qu'il a sa vision très personnelle des choses, qu'il veut tout contrôler, le cadrage, la musique, mais vu les œuvres que ça nous donne, je peux le comprendre, tu vois. Bah, c'est ça, le gars est bluffant et hyper inspirant. C'est un bosseur, mais de dingue. C'est clairement. Clairement, je sais pas où Imagilab va me conduire, mais c'est un peu mon boss final, tu vois. C'est le goal ultime. Inch'Allah, hein. Qui sait, peut-être. On sait jamais, ouais, pour le coup, en termes d'inspiration et d'imaginaire en règle générale, pour le coup, en plus, Camelot, même si y a des gens qui ont regardé que Camelot les premières saisons au final et qui sont pas entrés dans les détails du truc. Et pour le coup, ils se rendent pas compte à quel point ça peut être puissant. Même quand tu lis les BD, tu vois que c'est plus que juste des trucs hors plan et tout. Il y a vraiment des dragons, il y a vraiment des trucs de fou. Et c'est une source infinie d'inspiration pour le coup, Alexandre Astier. Ouais. En parlant de hors-plan, je trouve ça génial dans Camelot. J'avais maté un tout petit peu de théâtre quand j'étais plus jeune, je trouvais ça très sympathique. Et j'étais à mon œil de gamin de 5e qui va au théâtre, quoi. Et en fait, je trouve ça génial à quel point, quand tu te renseignes un peu, tu sens le théâtre dans les œuvres d'Astier. Tout à fait. Alors surtout dans les premières saisons, les caméras relativement fixes, les décors très fermés, les dialogues entre les personnages, certains jeux d'acteurs très précis, et c'est assez marrant. Quand tu y repenses en te disant, est-ce que je regarde une pièce de théâtre, tu vas ressentir beaucoup de choses et ça se sent. Bah déjà, Castier vient du théâtre et que énormément d'acteurs viennent du théâtre. La Oui. plupart, en fait, même voire quasiment tous. Presque, ouais. Beaucoup, beaucoup, ouais. Rien à voir, mais par rapport à ce hors-plan et ce côté théâtral, alors je vais peut-être passer pour un dingue, mais tu vois l'épisode en fait avec le dragon, où en fait ils sont directement confrontés à un dragon. Je crois que c'est saison 2 ou 3. Ceux où il y a potentiellement deux dragons, un où ils vont dans une caverne et après ils se rendent compte qu'il y en a un qui vole Ouais, au-dessus d'eux. c'est ça, ouais, il est à l'extérieur. Et ben cet épisode-là, moi je l'avais vu quand j'étais vraiment tout petit, et puis je l'avais revu que assez récemment en fait. Je me suis jamais maté réellement à la suite tous les épisodes, donc je l'avais vu que assez récemment, revu assez récemment. Et en fait, j'étais persuadé qu'on voyait le dragon. Et en revoyant l'épisode, j'étais genre presque déçu, tu sais. Je me dis, mais ça devait pas être celui-là. Mais si, c'était celui-là, mais on voit pas le dragon. On voit Et, rien, quasiment rien de fantastique. On voit même pas de créatures. Il y a beaucoup d'épisodes où on parle de licornes, d'elfes, de gobelins, où ils se battent contre des skaven, d'ailleurs qui vient directement de l'univers du jeu de rôle, hmm, euh, et plein de choses comme ça. Et à chaque fois, on les entend au loin avec des bruits qui sont en fait, c'est le son, à mon avis, qui fait tout. Le dragon, tu l'entends, il est spatialisé lorsque tu vois la scène, tu sens qu'il passe au-dessus d'eux, et vu que la caméra est en contre-plongée, tu as presque l'impression d'être le dragon, en fait. ouais. Hmm. Et ça marche très très bien. Ah, il est assez balèze pour ça, ouais. C'est assez bluffant. Hâte de voir le film. Les films, si tout se passe Encore, bien. alors qu'il devait arriver en avance, il a fini par se faire délayer. Ah ouais, c'est un peu chiant. Bah, là, il devait en novembre, c'était le 25 novembre, je crois, la sortie, la dernière date qu'on avait. Et re-annulé. Du coup, un peu la tristesse. Tant pis, hein, ça viendra quand ça viendra. C'est pas la meilleure période pour le cinéma. Non, clairement pas, non. J'espère que l'âge d'or du cinéma reviendra un peu, parce que c'est vrai que ça va être difficile, parce que là, maintenant, les gens en plus s'habituent un petit peu à regarder du stream chez eux, un peu plus facilement qu'avant. C'était Disney aussi qui, d'ailleurs, voulait faire ça. Bah, il est en Ouais, train de bifurquer, on l'a déjà vu avec Mulan. ouais, c'est ça. On verra bien. Moi, j'aime bien aller en salle de ciné, j'avoue, pour le coup. Ok, thématique suivante. Des jeux de société, de cartes, de figurines. Bah, comme tu t'y attends, j'ai beaucoup joué comme tu l'avais déjà parlé, à Magic. Ça fait quelques temps Hmm, que j'y ai pas joué. quand tu veux. Énormément, pas mal quand j'étais vraiment tout petit. J'ai repris toutes les cartes qu'avait mon frère. Et beaucoup plus, bah, justement, avec toi et avec notre groupe d'amis, comme tu le sais, avec qui je me suis beaucoup redécouvert mes problèmes d'optimisation, de calcul et de stock pour réussir à faire des trucs un peu parfaits, tout en restant dans mes thèmes. J'adore faire des decks à thèmes, même si certains thèmes déplaisent à certains, tels que les sleeves. Mais non, ça va. Euh, et j'ai arrêté vu que bah, j'ai beaucoup moins de personnes dans mon entourage qui jouent maintenant. Mais je me suis remis à beaucoup plus jouer aux jeux de société récemment parce qu'on a deux potes et mon coloc qui jouent à énormément de jeux de société. Je pourrais pas t'en citer vu qu'à chaque fois on en teste pas mal de différents, mais beaucoup Hmm. de
Il y a Seven Wonders auquel on a joué qui était rigolo, pas mal de petits jeux de deck building aussi, et dont le jeu que tu m'avais offert, que j'avais pas testé pendant 4 ans, que j'ai Ah testé, putain, oui. Alors, ça t'a coupé? Répète si t'as dit le titre du jeu ou si c'était bien. c'est Heroes of quelque chose, c'est un jeu que tu m'avais offert, enfin que je le retrouve, et dont mon coloc m'a Ouais. offert l'extension, qui est un mode qui est très drôle, vu que du coup c'est un jeu de deck building dans lequel tu t'affrontes entre chaque joueur, Mhm. quoi. Et ils ont sorti une extension qui passe en mode PvE, où tu fais une campagne avec d'autres joueurs. D'accord, oui. Ok. Et ça, on devait le tester cette semaine d'ailleurs, et c'est notre dernière, pas encore découverte, mais vu que le jeu est plutôt cool de base, on est assez impatient de tester le mode PvE. Ben, je suis plutôt content parce que moi je l'ai absolument pas testé ce jeu-là. C'est vrai que je comptais sur toi quand je te l'ai offert. J'ai dit vas-y, bêta teste ça. Euh, Je peux tout savoir, je me suis mis à y jouer parce qu'un autre pote me l'a offert, alors que j'avais ouvert le tien et c'était assez gênant. Donc, j'ai essayé de l'ouvrir, en fait, c'était très bien. Eh bah c'est bien. Bah tant mieux. Ce qui Je est, suis content. c'est que c'est un jeu de deck building et c'est con, j'ai oublié le nom du jeu de deck building que mon coloc il kiffe. C'est un autre jeu de deck building, mais qui se compte. Enfin, il a des grosses boîtes et il faut imaginer, il en a genre 7. Et c'est même pas lui, il a pas toutes les extensions. C'est un autre groupe de potes qui a les 5 autres. Et Hmm. c'est un game titanesque et hyper compliqué, mais par contre, qui a une pro. Ah, mon coloc m'entend à travers le mur. Ça s'appelle Dominion, donc. Ah mais oui, Euh, Dominion, oui. et, qui dose ça. Et c'est grave stylé, mais c'est hyper compliqué. Ce qui est bien dans le jeu que tu m'as offert, c'est que c'est une toute petite boîte. Ça s'apprend en 2 secondes. C'est beaucoup plus aléatoire, du coup. Hmm. Et, euh, et c'est cool, c'est très très cool. Et ça se joue pour les néophytes du deck building, c'est très très bien. Eh ben écoute, un jour je l'achèterai moi, pour moi-même et je testerai ça. Si tu passes sur Paris pour les fêtes, Tu me l'offriras. bah, je pourrais te l'offrir, j'en ai un deuxième. Tu m'offriras le mien, c'est le comble du. Défier, j'ai ouvert le tien. Ah ça va. Ça va, ça va. Ok. Du coup, thématique suivante, les films. Un film qui t'a particulièrement marqué. Ou plusieurs, hein, parce que depuis tout à l'heure on en cite qu'un. Ouais, ouais. Alors pour le cinéma, j'ai eu beaucoup de mal parce que quand du coup quand j'ai maté l'émission et que t'en as parlé avec Nathan, autant tous les autres trucs je savais de quoi parler, autant le cinéma j'ai fait ça et que j'ai pas forcément de trucs que je mets sur le piédestal. Du coup, j'ai dû me remémorer les films que j'ai kiffés. Et ceux que je peux citer qui m'ont beaucoup marqué, du plus ancien un peu, c'est Seven, Seven, avec, ouais. avec Brad Pitt et Morgan Freeman, Mhm. que j'ai regardé récemment et que je trouve génialissime. Bien Tout, sûr, ouais. tout est, le jeu d'acteur est incroyable, l'écriture, le principe, et même l'imaginaire qui tourne autour des 7 péchés capitaux autour, je trouve ça incroyable. Récemment, avec beaucoup de retard, j'ai maté La Ligne verte, qui était, D'accord. qui était aussi un chef-d'œuvre d'émotion et de jeu d'acteur. Et sinon, les 2 derniers coups de cœur que j'ai eus, en salle en plus, contrairement aux 2 précédents, c'est Parasite. J'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu, mec? Go, c'est génialissime. Mais ouais, on en a parlé, ouais. Il faudrait que je regarde ça. J'ai oublié le nom du réalisateur coréen. Ouais, c'est ça, Très- c'est un film coréen, ouais. De Bong Joon-ho, qui est incroyable. Et puis sinon, le dernier film qui est sorti en salle récemment par par Nolan, le dernier Nolan. Ah ouais, mais j'ai pas vu non plus. Donc no spoil, parce qu'apparemment il est spoilable ce film. Tenet, ouais. Tout à fait. En film coréen, Vas-y. en film coréen, ouais, je sais pas si c'est toi qui me l'avais conseillé à l'époque, Old Boy. Old Boy. Ouais. Putain, qu'est-ce Alors, qu'il est. je t'ai conseillé Old Boy alors que j'ai maté la version américaine et que j'ai maté ensuite la version coréenne. Et Ouais. bon, qui Eh est. ben- Ah ouais, la version coréenne, la version américaine, je l'ai vue. Pour le coup, elle était pas si mal, hein, pour le coup, hein. Clairement, elle passait bien. Mais. Mais quand tu regardes la version coréenne, tu sens qu'il manque des choses en fait. Ouais, Qu'il clairement. manque une patte très désagréable, hein, sans trop en dire pour ceux qui n'ont pas vu Old Boy, mais une patte très gênante, un peu comme Parasite d'ailleurs, très gênante et très désagréable. Ouais, Et Parasite, ouais, on a beaucoup parlé, faudrait que je regarde ça, ouais. ce que je trouve très bien avec le cinéma coréen, enfin les quelques films que j'ai vus du cinéma coréen, c'est qu'ils sont éloignés, mais pas trop du cinéma américain dont on a l'habitude. Hmm. C'est-à-dire que, je sais pas si tu as vu Le Dernier Train pour Busan, Oui. pour un film de zombies, je l'ai trouvé très très cool. Hmm.
je suis pas un gros fan de films de zombies, mais il y a des codes évidemment qu'on retrouve du zombie, mais tu sens que bah, c'est pas la même mythologie du zombie qu'ils ont là-bas, même si elle est relativement similaire et tu sens quand même des grosses lignes du cinéma hollywoodien. Et c'est assez proche pour que tu puisses l'apprécier. Là où par exemple, je crois que c'est Shadow qu'on a maté, un film chinois, qui était, qui était très très cool, moi j'ai bien aimé, mais tu sens que la narration est différente, que c'est pas hollywoodien, alors bon, il y a sûrement eu des inspirations, mais qui sont tellement éloignés que c'est très dur à apprécier. Qu'il y a des choses extrêmement théâtrales, mais pas le théâtre que nous on peut s'imaginer, vraiment le théâtre asiatique, japonais ou chinois qui extrapole énormément de choses, que ce soit sur Hmm. le jeu d'acteur, où tu pourrais dire mais il est juste en train de surjouer. Et en fait, bah, c'est thématique, c'est vraiment c'est historique et c'est encore pire pour les films japonais, les dramas japonais ou les films japonais, enfin surtout les récents et je crois même les anciens, c'est extrêmement dur à apprécier en fait. Bah, j'en ai pas regardé suffisamment pour te dire. C'est vrai que bah, une espèce de genre de blocage culturel que je peux avoir et qui est débile parce qu'en vrai, les films coréens, ouais, j'ai eu du mal à m'y mettre parce que sans doute des préjugés un peu cons. Et en fait, non, c'est excellent. Mais après, il faudrait que j'essaye ça aussi, hein, de toute manière. Bah, tu vois, je te conseille de commencer par le cinéma coréen, j'ai l'impression, j'y connais rien en vrai, qui est plus inspiré du cinéma hollywoodien, donc la transition passe plus facilement. Moi, il y a beaucoup de très vieux films japonais, d'un réalisateur donc à l'époque du noir et blanc, qui apparemment est extrêmement réputé à la fois pour ses films d'action et sur sa narration, que je voudrais mater, mais je sais que la barrière culturelle, quoi, est pas Hmm. dure, ça me ferait chier de mater une œuvre incroyable et de pas savoir l'apprécier. Bah, c'est ça, c'est ça. Mais j'ai même encore moi ce problème-là parce que je sais que bah, par exemple ma copine elle adore toute la culture japonaise, c'est ton cas aussi, c'est le cas de beaucoup de monde en fait. Et moi je suis tellement accroché à la culture, j'ai envie de dire américaine, même pas européenne quoi, c'est limite américain purement, que ouais j'ai vraiment du mal et c'est con parce qu'il y a des trucs que je devrais kiffer quoi. Et, Ouais. mais Bah, les œuvres de transition, en fait, les œuvres que tu peux ouais. apprécier parce qu'elles sont pensées plus pour le worldwide que pour le cinéma local, enfin la population locale. C'est très bizarre dit Hmm. comme ça. Ok ouais, carrément. Bah tiens, en parlant de culture japonaise, coréenne, même au-delà de ça, les mangas, livres ou BD, ouais, Ah, pas que manga d'ailleurs, mais livres ou comme BD. j'ai dit, je lis très très peu. Hmm. Niveau BD, j'y connais pas grand-chose. Je sais plus des trucs de fans. Vu que là, on peut croire que je kiffe la BD parce qu'il y en a plein, hein. Mais On c'est voit rien que du tout en fait par rapport au cadre. ah, merde, bah, salut le gars. Du Camelot, du Donjon de Nalbuck et du Reflet d'Acide, donc c'est purement des œuvres extra-médias qui m'ont fait kiffer, et du coup que j'ai voulu continuer à Hmm. financer aussi à découvrir. Mais sinon, moi je suis énormément autour du manga. Et comme on peut plus ou moins le voir avec mon t-shirt, pour ceux qui arrivent à reconnaître, je suis un gros fan de JoJo's, Hmm, comme hmm. absolument personne dans mon entourage, qui est une œuvre que j'ai découvert extrêmement tard, mais que j'ai absolument adoré, que je kiffe, alors qu'il y a ses défauts, mais que je trouve que c'est l'une des meilleures œuvres de manga, et surtout l'une des licences, des rares licences qui durent depuis maintenant 40 ans, je crois. On est presque sur 40 ans d'une licence, sur le même média, et qui continue à développer, à inventer de nouvelles choses. Alors qu'il y en a plein, des licences qui ont duré extrêmement longtemps. On pourrait par exemple penser à Naruto, qui est une autre licence que j'ai beaucoup suivie. Alors qu'à la fin, je trouvais que c'était nul à chier, que ça puait la merde, et que ça me faisait juste rire de gênance à tel point, bon, bah, la licence est morte, quoi. On peut en penser à beaucoup, hein, des licences qui ont duré trop longtemps et qui auraient dû se terminer avant. Et en fait, ce que je trouve très bien avec ce qu'a fait Araki, le mangaka de JoJo's, c'est qu'il n'a pas hésité à mettre une fin à son œuvre. C'est-à-dire que JoJo's, actuellement, s'est séparé en 8, c'est mieux comme ça, 8 parties, où à Hmm. chaque fois, il y a un méchant, un héros, et il y a une fin entre eux, et que du coup, à la fin, tu suis la même famille dans l'histoire, mais tu suis la descendance. Il y a des D'accord. conséquences, il y a une évolution, et du coup, bah, à chaque fois, tu as une fin. Et en fait, c'est appréciable de suivre une œuvre qui se termine. C'est bien les fins, en fait. Et en fait, une œuvre qui a terminé depuis des années, elle ne peut pas bien enfin, j'exagère, mais c'est très difficile qu'elle se termine bien. C'est que bah, les fans vont te dire, bah, c'est pas Hmm. grave, eux, ils ont le vécu de 10 ans, du coup, ils vont plus ou moins kiffer. Mais quand tu vois la fin de Naruto, à quel point ça part en n'importe quoi, c'est gênant, en fait. Tu regardes, tu te remates la première saison et tu te remates ce qu'était l'essence. En fait, tu vois que l'essence, elle s'est détériorée. Hmm. Et sans fin, bah, c'est ce qui arrive. J'ai pas regardé Naruto.
clairement. Mais je sais que Dragon Ball, il y a des gens qui ont détesté la fin, entre guillemets. J'ai fait des guillemets avec les doigts qu'on n'a pas du tout vu à la caméra, c'est parfait, parce que c'était un peu ridicule. Ouais. Non, la fin de Dragon Ball, c'était en fait toute la phase avec Majin Buu. Il y a plein de gens qui l'ont pas aimé. Moi, je l'ai vu avec un œil d'enfant, donc moi, on me donnait du Dragon Ball, on me donnait du Super Saiyan 3, je kiffais encore ça. Mais c'est vrai que du coup, ils nous ont remis une sauce avec Dragon Ball Super. Apparemment, c'est pas déconnant. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est que en fait, ça serait quoi la fin de ça, quoi. C'est ça. Euh, C'est pas déconnant. Moi, ce que je trouve très gênant, c'est que une œuvre, plus ou moins, même si, par exemple, tout à l'heure, je disais que l'exemple était compliqué avec le jeu vidéo, elle a un auteur. Et en fait, Dragon Ball n'a plus d'auteur. Elle a juste des, des fans qui veulent continuer, enfin, des fans qui continuent à consommer. C'est purement un produit de consommation, vu que maintenant, ça fait longtemps que ce n'est plus. Akira J'ai oublié. Toriyama. Ouais, Toriyama qui suit, il dit juste, il y a juste écrit estampillé Toriyama. Ça donne l'impression que c'est juste Toriyama a reçu son chèque et il continue à signer pour que les fans ils pensent que ça marche toujours. C'est plus du tout la même personne et qui continue juste à faire la même chose en fait. Hmm, Sangoku, c'est toujours du Sangoku, hein. Alors que déjà à l'époque, il y avait une grosse volonté. Enfin, déjà, Toriyama est quand même réputé pour avoir voulu terminer son œuvre très souvent. Déjà, Dragon Ball oui. Z, apparemment, alors j'ai aucune source, hein. Il ne voulait pas le faire. Ça marchait, on lui a demandé de continuer. Après, pas mal de. Il a voulu faire mourir Sangoku et faire continuer. Spoiler, Sangoku meurt. Il a voulu faire continuer avec Sangohan. Bon, bah, alors que Sangohan a l'une des scènes les plus stylées qui existent contre, Hmm, si je dis pas de bêtises, bon, bah, c'est toujours Goku. Contre, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose, et c'est toujours Goku. Et à chaque fois, tous les autres personnages, ils sont mis à la poubelle, et c'est toujours Goku Vegeta. Et qu'est-ce qui se passe? Bah oui, Goku, il a une nouvelle forme, il affronte un nouveau personnage avec plus de pouvoir, et c'est hmm. l'assurance. Et bah, ça marche bien, et quand tu kiffes, bah, c'est toujours sympatoche à recevoir, mais bah, ça n'a plus d'âme en fait, parce que ça n'a plus son auteur. Mais depuis bien longtemps, hein. Bien sûr, ouais. Mais j'ai Et pas. ça change pas que c'est du divertissement en fait. Tout à fait, tout à fait. Bah, surtout quand tu le regardes avec un œil d'enfant, je pense que ça passe encore très très bien pour le coup. J'ai pas de source non plus par rapport à ce que tu disais, mais effectivement, j'avais entendu dire qu'à la base, Akira Toriyama devait arrêter après Freezer, le Ouais, combat contre Freezer, qui était exceptionnel. Moi, j'avais adoré l'arc contre Freezer. Enfin, Freezer, c'est un de mes méchants préférés, tout confondu en fait. Ensuite, il y a eu Cell. La saga de Cell était vraiment pas mal pour le coup. Avec du recul, je l'aime beaucoup, et surtout pour Sangohan, justement. L'espèce de Kamehameha père-fils final, trop c'est ça. ghetto, enfin trop stylé quoi. Musique, le moment où C16 se fait broyer la tête par Cell, la Hmm. musique qui donne des frissons rien qu'en y repensant, hein. C'est chef-d'œuvre. Parce que l'animé a quand même des bonnes qualités aussi, même si il a aussi des gros défauts tels qu'une longueur extrêmement étirée et des soucis d'animation à des moments. Mais bon, bah, ça après, c'est la même pour les grosses œuvres. C'est des studios qui doivent faire un épisode par semaine. Bon, bah, même JoJo's, alors que coupe l'animé, bon, bah, oui, il y a des épisodes, tu regardes les visages et tu fais, tu sais, les yeux, ils sont pas à la même hauteur, le personnage, il est pas animé, il se déplace purement en transition, et bah oui, oui, les studios, ils doivent faire 40 épisodes en 40 semaines, bon, bah, il y en a, ils sont dégueulasses, et il y en a, ils sont beaux, parce que, bah, c'est le principe d'un budget, quoi. Hmm, hmm, hmm. Mais là, ouais, on est sur. On parle d'imaginaire, justement. On est sur de la production d'imaginaire à. Des usines à imagination, quoi. Et ça suit pas, en fait. Comme tu le dis, ouais, artistiquement parlant, pour créer les dessins, c'est galère. Et puis même pour que le scénario tienne la route, quoi. Ça suit pas des masses. C'est ça qui est aussi sympa avec les gros auteurs, ceux qui ont réussi un peu à s'affirmer. Je vais défendre Araki alors que juste après je donnerai un gros exemple, mais ils sont extrêmement réputés, bah, du coup ils peuvent négocier des contrats où ils vont faire des chapitres à leur rythme. Là où par Hmm, exemple les très grosses œuvres telles que bah, Naruto, Bleach et tout, ils étaient cantonnés à devoir faire des chapitres, au moins un chapitre par semaine parce que bah, au Japon, ça sort pas en manga à la base, ça sort dans des journaux. hmm. Et dans les journaux, ils ont une compilation de tous leurs mangas, donc tu achètes ton journal un peu comme nous, hein. Sauf que bah, dans le journal, tu as genre 10 chapitres de 10 mangas, peut-être qu'il n'y en a que 3 qui t'intéressent, mais du coup, bah, pour alimenter ça, bah, ils sont obligés d'avoir des auteurs qui produisent vite. Et bah oui, quand tu es obligé de dessiner un chapitre, en général, je crois que ce Naruto, c'était genre 12 pages. Bon, bah, tu dois sortir 12 pages en une semaine, bah, t'as pas forcément le temps de prendre ton temps d'écrire exactement ce que tu veux. Tu dois prendre des décisions peut-être un peu à la va-vite et peut-être des décisions scénaristiques. Ou pour prendre la blague de Dragon Ball, tu oublies des personnages, par exemple, parce que tu as oublié leur existence entre Ouais, c'est Dragon Ball. Lunch. C'est ça, Lunch qui a été complètement zappé par Toriyama.
C'est la meuf qui éternue et qui change de forme. C'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça. J'ai oublié Je son nom. l'ai oublié. Ah ouais. Et à un moment, on lui a demandé en convention pourquoi est-ce qu'elle a disparu et il a répondu qui? Parce qu'il avait oublié le personnage. Ah, c'est fort. C'est très très fort. Ouais. Et voilà. Mais par contre, en contre-exemple, il y a des œuvres telles que euh, Berserk. Alors, je les ai pas lus, ça fait très longtemps que j'ai droppé, enfin que j'ai abandonné Berserk et Hunter x Hunter, qui s'étendent depuis beaucoup trop longtemps. Et bon, alors après, pour la défense du mangaka d'Hunter x Hunter, il a des gros problèmes de santé. Donc bon, mais du coup, il a pas l'air de vouloir terminer son œuvre, et l'œuvre elle continue, et l'œuvre elle s'étend, et du coup, t'en vois pas la fin, et c'est compliqué. Je vais Mais me bon, faire des ennemis, mais One Piece aussi, ça dure depuis des lustres. mais One Piece a un avantage, c'est que One Ah. Piece ne se prend pas au sérieux, je trouve. Tu vois, là où Naruto, ça devient hyper sérieux, les guerres, l'origine, le sang, ton personnage descendant d'un alien, spoiler, non, j'ai rien dit. Et là, One Piece, dès le début, on t'a dit, ça c'est comme les personnes qui disent Sacha, il a jamais battu la ligue. Oui, c'est un dessin animé pour enfants. Le but, c'est que ton enfant, il continue à mater tous les épisodes. Oui, ton personnage, il vieillit jamais. C'est un dessin animé pour enfants. One Piece, alors c'est pas au point de Pokémon, c'est un peu au-dessus. Mais dès le début, on me dit, ouais, voilà, le monde, c'est que des îles. Et ils sont obligés de voyager d'île en île via un compas qui va forcément leur indiquer la prochaine île. Et ils doivent rester sur cette île pendant X temps. Et comme par hasard, il y a un problème sur cette île à chaque fois. C'est Doctor Who ou un jeu de rôle, en fait. Et à partir du moment où on te dit le monde, c'est des îles et il y a des océans et les océans ils sont divisés en différents types d'océans et à chaque fois on te dit l'océan de base c'est c'est genre cool et après l'océan d'après dans lequel ils essaient d'aller plutôt tôt dans le manga c'est genre waouh c'est le monde vraiment où il y a et on t'apprend que derrière il y a le nouveau monde. Dès le début du manga on t'a dit voilà ça va être infini, il y a 1 million de trucs à avoir et ça va être une île, une histoire, un combat, enfin pas un combat, mais un méchant, et c'est que des petits. Comme si tu suivais un jeu de rôle en fait. Techniquement, ça aurait pu être un jeu de rôle dans lequel tu as 7 joueurs qui jouent l'équipage de Luffy. Et de temps en temps, ils se séparent sur 2 îles, c'est ce qui arrive régulièrement, pour faire 2 arcs, et ils se regroupent pour l'arc principal. Et du coup, ça se mange plus facilement. Mais par contre, quand je te disais qu'une œuvre pouvait bien terminer, je te pose une petite blague que je trouve assez drôle. Donc, le principe de One Piece, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de trouver le One Piece. Il y a le trésor de Gold Roger qui est quelque part, et tout le monde, tous les pirates le cherchent pour devenir le roi des pirates. Maintenant, ce que je trouve drôle, c'est qu'est-ce que pourrait être le One Piece? C'est la question que tout le monde se pose depuis maintenant 20 ans, je dirais, qui ne décevrait pas les fans. Parce que il y a la blague de c'est l'amitié. Bon. Un récipient. Voilà, si c'est l'amitié, bon, voilà. C'est le vrai trésor, c'est le voyage parcouru avec tes amis. Bon, c'est pas faux, hein, c'est très joli, hein, mais bon, c'est pas non plus quelque chose qui va pas te décevoir lorsque tu ouvres ton dernier tome. C'est de l'argent, parce que Gold Roger, il était hyper riche. Oui, on s'en bat les couilles d'argent dans l'œuvre, et après, je sais qu'il y a aussi une ambiance, qu'apparemment, il y a beaucoup de légendes par rapport à des armes, par rapport à la mythologie qui est derrière. Mais tu vois, ce qui est intéressant dans One Piece, la meilleure chose qui pourrait arriver à One Piece, c'est qu'on ne sache pas ce qu'est One Piece. Tu m'étonnes. Et tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est une fin ouverte, c'est une fin, mais ce que je sais que la plupart des fins ouvertes, les gens chient dessus parce qu'elles veulent une réponse. Et à quel point c'est bien de donner un nom sur quelque chose. Et par contre, un truc que je trouve gênant, alors encore une fois, j'ai zéro source, et c'est peut-être des trucs qui traînent sur Reddit, mais apparemment, Oda, donc le mangaka de One Piece, aurait dit que si un jour quelqu'un découvrait ce qu'était le One Piece, il changerait la fin. Ce que je trouve gênant dans cette annonce, c'est que ça veut dire que ta fin est interchangeable. Oui. Voilà. J'espère que c'est un fake, mais ça me fait beaucoup rire. Mais je suis pas j'ai arrêté One Piece, je crois que je suis plus ou moins à la moitié. J'essaie de reprendre. Parce qu'il y a une chose que je trouve très beau dans One Piece, c'est que c'est peut-être l'un des plus vieux mangas que toutes les personnes qui suivent, qui ont pourtant un regard, on va dire, un petit peu sérieux sur les œuvres qu'ils lisent, me défendent que c'est pas incroyable, mais que c'est hyper intéressant parce qu'il y a aussi toute une mythologie et un univers qui est développé, et que des choses que tu as entendu parler il y a 400 chapitres, soit je dirais peut-être 40 tomes peut-être, ils se recoupent actuellement dans l'un des plus gros arcs qui arrive, et apparemment la fin alors elle devrait arriver d'ici 4 ans plus ou moins je crois, la fin est à l'horizon, et je me dis vivre la fin d'une œuvre qui dure depuis maintenant, je sais pas, 15 ans peut-être, enfin, peut-être 15 ans, je trouve c'est quelque chose d'unique dans une vie en fait. Suivre en même temps la sortie avec tous tes potes autour de toi qui attendent, qui savent que y a d'un combat qui est en cours, qui savent pas si des personnages vont mourir dans One Piece, c'est peut-être un peu rare, mais peut-être qu'à la fin il y a un parti pris un peu plus agressif,
et je me dis c'est quelque chose d'unique et j'aimerais le vivre en fait parce que je pense que c'est quelque chose tu peux le vivre potentiellement que très rarement dans ta vie. Hmm. Et Naruto au bout de 9 là je crois qu'on vient de dépasser les 1000 ou on va dépasser les 1000 chapitres. Naruto, c'est fini Naruto. Oui, Naruto c'est fini. Ouais. Mais quand au bout des 1000 chapitres dans Naruto, c'était déjà pas ouf et les personnes qui continuaient à lire me disaient non, c'est nul, mais je lis parce que je lis depuis le début donc j'ai envie de connaître la fin, mais les combats sont pas ouf, le bullshit est présent, c'est pas intéressant, Hmm. et voilà. Bon bref, c'est l'avantage de One Piece, c'est le seul truc que je pourrais défendre alors que je le lis pas. Enfin, Ben, j'essaie de- on peut faire un parallèle par rapport aux fins, et du coup, attention au spoil, je le dis, parce qu'on va peut-être spoiler un peu, c'est Game of Thrones, en l'occurrence. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, mutez-vous peut-être 5 minutes. Ouais, Game of Thrones, pour le coup, c'est moindre, parce que c'est pas 8000, ça fait pas 15 ans que ça durait la série, ça durait depuis un petit moment, mais peut-être pas 15 ans. Et pour le coup, la fin a déçu beaucoup de monde. Ce qui n'était pas mon cas, pour le coup. Je sais pas si ça a été ton cas ou quoi. Alors, Ouais, je l'ai pas trop, j'ai pas été subjugué, on va dire. ouais, moi non plus. Et c'était ce qu'on appelle chez nous point F, entre guillemets, pas Hmm. incroyable, mais j'étais pas non plus scandalisé, mais après, j'étais pas hyper attaché à la licence. Mais toutes les personnes avec qui j'ai discuté qui ont été déçues, tous les arguments qui me sortaient, je comprenais. Je disais oui, oui, effectivement, je comprends que ça t'ait blessé. Moi, ça m'a pas hyper Hmm. affecté, mais je comprends à toutes ces personnes-là qui défendront, oui, je vous comprends que vous ayez été trahi. Ouais, trahi, moi j'y littéralement pas jusque-là pour le coup. En fait, la fin, je l'ai trouvée plutôt cohérente. Très rapide, beaucoup trop rapide, très bâclé, ça on loupera pas le truc. Mais par contre, en fait, pour en revenir vraiment à ce que tu disais par rapport au fait que les petits groupes d'amis qui se réunissent pour attendre une fin et tout, moi je sais que toute la saison 8 du coup de Game of Thrones, on l'a regardé du coup chez moi, sur mon bon écran, tu sais, avec tous les potes, on mangeait des pop-corn, de la bouffe à foison et tout ça pendant. C'est Ok. vrai que typiquement l'épisode 3, donc, qui est la longue, le combat là, dans la nuit et tout, on l'a regardé, on aurait dit des supporters de foot, quoi. C'est. Je comprends. Et Il y avait c'était quand même cool. C'est ça, c'est que on était comme des fous. Et genre, au dénouement final de l'épisode, on va éviter tant qu'on peut de le spoil pour les gens qui n'ont pas vu, au dénouement final de l'épisode, il y a des gens qui ont chié sur ce dénouement, hein. Mais vraiment, et je peux le comprendre. Mais par contre, on était là, on a gueulé de joie, on était là, ouais. C'est vraiment des supporters de foot à un point assez. Et en fait, j'adore me dire que j'ai quand même vécu ce genre de choses avec des séries, quoi. Donc, Ça, enfin, pas difficile, mais c'est des fois la différence entre l'œuvre et l'expérience. hmm, Des ouais, trucs, c'est ça. pour faire le même parallèle, nous, des fois, on se lance des jeux qui puent la merde, mais on se les lance à 4, on se passe la manette et on déconne, et du coup, on passe un super bon moment. Mais le jeu derrière reste pas ouf. Mais oui, oui. Et je Hmm. comprends par rapport au dénouement de l'épisode de la bataille de la nuit, là où je sais plus quoi. Et c'est vrai que au début, quand on l'a fait, on a tous fait yes. Et après, quand tu y repenses, tu fais c'est un peu ridicule, hein. La scène, le personnage à qui ça arrive, bon, il est quand même censé avoir des compétences assez élevées, tu vois. C'est Hmm. tu es dans un jeu de rôle et que le gentil a fait une réussite critique et le méchant a fait un échec critique, tu vois. Mais bon, On sait pas, ça se trouve, c'est un peu ça qui s'est passé dans l'idée de ça. c'est gênant quand c'est le point culminant de l'un des deux Hmm. combats de ta licence. Enfin bref, je vois de quoi tu parles et je comprends, mais je suis pas les fans. C'est ça, après moi c'était vraiment l'effet que ça nous faisait que je trouvais vraiment grisant, quoi, et j'avais vraiment adoré ça. Ok, très bien. Donc on a parlé de ça, transition parfaite, on n'a pas parlé des séries. Ouais, Tes séries préférées, je suis pas, c'est comme le cinéma, j'ai pas maté énormément de séries. Et je sais qu'il y a beaucoup de classiques, par exemple, que beaucoup de fans de séries peuvent me dire qu'il me manquent largement. Mais à la base, enfin peut-être pas à la base, mais ça fait très longtemps que je suis Doctor Who, Ouais. que je kiffe énormément. Alors je suis pas non plus un fan inconditionné, j'ai pas maté la Non. première série Doctor Who, je mate que depuis le remake, enfin la version de 2002, je sais plus, enfin bref, la nouvelle vague. Je vais te dire Bien que ça, ouais. bien que j'ai pas maté la dernière saison, je trouve que l'avant-dernière saison m'a pas du tout donné envie de mater la dernière saison, alors que je kiffe les nouveaux personnages, mais j'ai l'impression qu'il y a c'est un problème c'est aussi un problème de Doctor Who, ils ont beaucoup de showrunners différents, ils ont beaucoup de budgets différents en fonction des épisodes, et du coup, c'est très disparate en fonction des épisodes.
Hmm. Et sinon, c'est Breaking Bad. Ah ouais. Bah, Breaking on se rejoint là-dessus, hein. On voit qu'on a les mêmes inspirations. qui est une série Breaking Bad, je crois que c'est toi qui me l'avais dit de la mater, C'est qui est une possible. série qui a un gros défaut que du coup, pour ceux qui l'ont droppé, bah, je vous le dis, je l'ai droppé aussi, mais je ne m'en étais même pas rendu compte. C'est un moment, bah, Valentin qui m'a dit Hey, t'en es où dans Breaking Bad? Et j'ai fait merde, j'ai oublié de continuer. Il a un souci que quelques œuvres m'ont fait dans ma vie. Steins Gate en est aussi une, un animé que je conseille aussi, qui est sympatoche. C'est qu'ils ont peu de cliffhanger. Et du coup, tu mates un épisode, c'était bien, hein, l'épisode était bien, mais le lien avec l'épisode d'après est mal fait. Et du coup, Hmm. bah, quand tu termines l'épisode, tu oublies l'épisode, que tu as un épisode à mater après. Et en fait, bah, à un moment, j'ai juste oublié de mater la suite de Steins Gate, comme j'avais même oublié de mater la suite de Breaking Bad. Et Hmm. du coup, et merde, j'ai oublié. Donc, si à un moment vous avez oublié de mater la suite de Breaking Bad, continuez. Il y a des moments effectivement de creux où la continuité est pas mal écrite, mais moins bien faite que d'habitude. Et du coup, bah, ça a fait dropper alors que c'est génialissime. Non, mais on se rejoint carrément sur ça. Pour le coup, moi, Breaking Bad, je l'ai bouffé réellement sans m'arrêter. Là où Better Call Saul, je sais pas si t'as vu le spin-off. J'ai pas fini, enfin, j'ai pas vu les dernières saisons encore. J'accroche moins. J'aime bien, mais j'accroche moins, quoi. C'était cool, j'ai eu une période où j'avais beaucoup de temps libre et je me les matais, je m'en mettais deux, trois le soir d'affilée jusqu'à un peu trop tard. Et à un Hmm. moment, bah, au dernier épisode sorti, et le cliffhanger m'a grave donné envie, mais en fait, je déteste les séries pas terminées. Je n'aime pas attendre. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien les séries qui se finissent. Maintenant, la plupart des animés que je mate, c'est je regarde combien d'épisodes il y a. S'il y a 25 ou 50 épisodes, je vais dedans. Si on me dit non, il y en a 170, je fais allez, j'ai pas envie. Hmm. Et, enfin, je parle beaucoup en animé, vu que je mate beaucoup Bah les animés. ouais, parce que le fait de pas finir et d'aller sur de l'ultra rallonge comme ça, on le voit beaucoup sur les séries, mais on le voit quand même vachement moins que sur les mangas, je pense. Bah, ça Euh, tu regarderas les grosses licences, toutes celles que tu entends énormément parler, My Hero Academia actuellement, bah, ou les One Piece, les Bleach, et hmm. maintenant les Boruto par exemple. Hein. Bon, Naruto c'est terminé, mais il y a une suite maintenant. Hein. Ouais, il y a Boruto, ouais, bien sûr. Quand même des très grosses lignes les Seven Deadly Sins, là, c'est pas ouf. Je continuerai à ne pas le défendre, mais bon, enfin bref. Et tu vois, j'ai encore plus de soucis parce que tu vois, les grosses licences qui s'étendent un peu trop, bah, enfin, ça veut rien dire, vu que par exemple dans Game of Thrones, comme on en a parlé, la fin est bâclée, elle manque de budget. Là où le cœur, on sent que vu que l'œuvre elle a éclaté, bah du coup, le budget a éclaté. Et en fait, je sens beaucoup moins ça dans l'animé. Dans Hmm. l'animé, quand c'est un méga succès, et bah on en veut tous les jours. Enfin, on en veut un épisode par semaine. Et en fait, il n'y a pas de. Même les meilleurs studios tels que Gainax ou Bones, les meilleurs studios d'animation, une semaine, c'est pas bon en fait pour faire un épisode. C'est même si ton mec c'est un dieu du dessin, il Ouais. peut pas non plus produire du parfait en un plan quoi. C'est du temps en fait qu'il faut. Et l'animé a ce problème-là et donc tous les animés à rallonge sont moches. Voilà. Hmm. Pour sélectionner une série, parce que là j'ai un peu de temps aussi pour moi, mine de rien, avec le confinement, forcément, tout le monde a ça. Et en fait, maintenant, j'essaie de trouver des séries qui sont finies, si possible, et 4-5 saisons. Gros Ouais. max. Moins, c'est possible, hein, mais. Et j'adore les mini-séries aussi. Je sais pas si tu regardes des mini-séries, notamment sur Netflix. Là, il y avait The Queen Gambit, J'en le ai jeu. entendu. Bah, c'est très très bien. C'est une J'ai vu. mini-série, 7 épisodes. On a maté hier Amélie Poulain et ils nous l'ont conseillé ensuite. Donc voilà, je vois pas le lien. Mais bon. Bah, c'est parce que le personnage principal est une femme, peut-être. Je sais Ah, pas. Mais en gros, ça parle d'une prodige des échecs. ouais, c'est ce que Euh, le trailer. et en vrai, bon, même si t'es pas passionné d'échecs, c'est pas grave. Ça, il y a énormément d'enjeux autour de la série qui font que les échecs, c'est vraiment un support pour parler de quelque chose. Et c'est vraiment une très très bonne série pour le coup. Et Euh, pour te pour cette logique, pour sélectionner les séries, moi je fais la même pour les animés. hmm, Et je sais qu'il y a un animé film terminé, comme tu l'as dit. Et il y a une autre règle que j'aime bien, c'est que j'essaie de trouver, et c'est très rare en fait, de trouver un animé original, dans le sens où le média d'origine de cette œuvre est l'animé. Et c'est extrêmement rare. Et énormément d'animés sont adaptés soit de manga, soit de ouais. light novel. Donc les light novels, c'est un peu, je sais pas exactement comment ils différencient vu que c'est le terme anglais. Et je sais que les nouvelles chez nous, c'est pas le terme de roman et de novel en anglais, mais en gros c'est des bouquins quoi. C'est des bouquins souvent illustrés ça fonctionne énormément au Japon. Je suppose que c'est des bouquins plus petits et très légers sur l'écriture. Ça ne veut pas avoir un truc incroyable à la Shakespeare, mais qui veut développer un univers souvent. Et du coup, Hmm. bah,
qui est bien avec les animés originels, c'est que souvent, ils se prennent plus de temps et c'est leur œuvre à eux. Et du coup, elle a plus d'âme. Là où souvent, une adaptation, bah, c'est une adaptation. Et du coup, elle n'a pas le format d'origine. Et là où des raccourcis ou des scènes vont être incroyables, enfin, vont être mieux fonctionner sur le papier textuel comme dessin, donc manga ou écriture, bah, va peut-être moins bien fonctionner en animé, surtout si on me demande de produire un épisode par semaine. Ouais, tu m'étonnes, Et carrément. du coup, les gens qui font des animés originels bah, vont utiliser leur propre format comme ils le souhaitent en fait. Mm. Ok, bah, c'est cool parce que c'est vrai que moi je suis vraiment très très néophyte de tout ce qui concerne les animés, les mangas et tout ça, donc c'est bien d'en parler un peu. Je pense qu'on aura d'autres personnes qui vont nous en parler plus tard dans les Imaginables parce que c'est quand même un gros pan de la culture en règle générale. La culture japonaise maintenant c'est quelque chose qui fait à peu près l'unanimité pour beaucoup, quoi. Surtout en L'unanimité France. pour beaucoup. Quoi. C'est bizarre. L'unanimité pour beaucoup, ça se dit ça? Ça n'a pas de sens. Ok. Bah écoute, on va parler un petit peu de jeux de rôle maintenant. Parce Ouais. que c'est une des thématiques fortes de ma chaîne, hein. L'imaginaire, pour moi, passe énormément par le jeu de rôle. Enfin, c'est l'un des meilleurs moyens que j'ai trouvé au final pour exprimer ça, quoi. T'as un gros jeu de rôle en ce moment, qui continue depuis un petit moment. Euh, Alors, c'est con, j'ai même pas partagé le truc à mon groupe de jeux de rôle. Il est pas mal en pause ces temps-ci. Ça fait beaucoup de temps qu'il ralentit, mais ouais, on a un gros jeu de rôle qu'on a un groupe qui tient depuis maintenant 3 ans, 4 ans peut-être, hmm, avec la même équipe, pour certains les mêmes personnages, pas pour. Merde, je sais même. Si, il reste des personnages d'origine. Il reste des personnages d'origine que j'avais commencé bah, avec toi et avec d'autres potes, mais j'avais pour but de faire un très gros jeu de rôle dont le principe était de pouvoir faire tout ce que je veux. Et c'est marrant, tu avais fait un petit peu quelque chose en lien dans un, ton, rég- un régren. dans ton épisode, excuse-moi. Ouais. Euh, C'est-à-dire faire un jeu de rôle, tous tes jeux de rôle dans le même univers et développer un gigantesque univers avec ça. Hmm. Et ma caméra frise, je suis Ouais, désolé, et hein. là ta caméra freeze, oui, bon écoute, ça donne des plans plutôt sexy de toi, donc je pense que les gens apprécient. Et voilà, j'espère que ça va revenir, je suis désolé. Et du coup, j'ai aussi eu cette volonté de vouloir développer un univers titanesque. Et en fait, j'avais ce problème, vous en avez parlé la dernière fois. Moi, à la base, je faisais énormément de one-shot. Et je sais que vous, c'est marrant parce que vous disiez que justement, maintenant, vous préfériez faire des one-shots. Alors pour moi, oui, Nathan, c'est peut-être pas forcément le cas, en tout cas, c'est pas ce qu'il avait l'air de dire. Il fait moins de jeux de rôle et il en parlait justement, qu'il faisait. Enfin bref. Et il en Et parlait surtout pour les jeux de rôle du Nouvel An, ça c'est des one-shots en l'occurrence, mais oui, il en fait pas mal quand même. en fait, moi, il y a quelque chose que je trouve incroyable, que je trouve très bien les non one-shot, en fait, dans les campagnes, c'est le développement du personnage. Et même si je trouve que tu as des scènes enfin, la manière de jouer entre un one-shot et un non one-shot est complètement différente, et du coup fait vivre des expériences très différentes, je trouve que les campagnes, développer son personnage à travers les années, bah, je trouve que c'est quelque chose que j'avais pas fait vivre et que je voulais faire vivre. Hmm. Et du coup, bah, je voulais faire une campagne très longue, mais je voulais pas me limiter en fait. Et je me suis créé un univers de toutes pièces ainsi que des règles de jeu de rôle, un système de jeu de rôle autour de ça. Et donc, un peu à la manière de Magic, j'ai créé un univers autour de ce que j'appelle les transplaneurs. J'essaie de faire un jeu de rôle où absolument tout est traduit en français pour que tout puisse être traduit dans d'autres langues en fait. Enfin, Hmm. tout en français. Donc, les transplaneurs, c'est les Planewalkers pour ceux qui connaissent Magic et pour ceux qui connaissent pas Magic et qui n'ont pas maté le dernier épisode. C'est des êtres plus puissants que la moyenne, très souvent humanoïdes, mais justement, c'est pas forcément une règle. Intelligents, on va dire, dans la manière d'une espèce, qui sont capables de voyager à travers les dimensions et qui vont être amenés à voyager à travers les dimensions pour régler des problèmes. À la même Hmm. manière que Peace et que Doctor Who, d'ailleurs, hein, j'ai la même logique, c'est des aventuriers qui vont être happés par leur pouvoir, par leurs compétences, pour aller voyager de dimension en dimension. Il y a une situation, elle est bloquée, c'est à eux de la débloquer. De la débloquer comme ils veulent, de la débloquer à leur manière, que ce soit dans la méthode ou le résultat final, hein. Et grâce à ça, je peux voyager à travers tous les univers. Je peux me faire un univers à la fois médiéval fantastique, à la fois science-fiction et à la fois n'importe quoi qui peut exister, même contemporain sans magie. Et je peux aussi m'amuser à mettre des règles de jeu de rôle, des règles de jeu dans ces univers, sans spoiler des idées que j'ai déjà eues, mais du coup un univers qui, dans cet univers-là, il va y avoir des règles qui vont différer des autres mondes. Ça pourrait jouer sur
bah, on va dire un truc un peu cliché que je n'utiliserai jamais, mais bah, par exemple, ils peuvent plus utiliser leur magie parce que c'est un monde où il n'y a plus de magie. Ou Hmm. notions comme ça c'est très basique, mais moi j'aime bien que ce soit dans le gameplay. Et j'ai pas envie de spoil parce que j'enverrai évidemment cet épisode à mes joueurs. Et du coup, j'ai une liberté totale là-dedans. Et ça permet aussi de donner une liberté totale à mes joueurs, que ce soit dans leur création de personnages, comme dans les univers qu'ils vont créer. Et c'est quelque chose que... Alors je sais que tous mes joueurs l'ont pas bien vécu, tel que toi lorsque tu as créé ton personnage. J'ai fait un truc un petit peu bizarre, mais parce que j'avais des joueurs qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle. Et donc ils Hmm. étaient incapables de créer un personnage. Du coup, j'ai fait quelque chose d'un peu bâtard, que je ne spoilerai pas, vu que l'idée peut être aussi pratique pour un maître de jeu qui voudrait initier les nouveaux joueurs, et que de toute façon c'est trop long à décrire. Et du coup, eux, quand ils ont compris l'univers, vu qu'ils ne connaissaient pas l'univers des transplaneurs et le fait qu'ils allaient voyager à travers les dimensions, quand ils ont compris que le monde, il y avait autant de dimensions possibles que leur propre imagination, et ben Hmm. là, ils allaient pouvoir imaginer. Alors que, bizarrement, quand je leur ai dit faites ce que vous voulez au tout début, ils n'ont pas réussi. Et donc, quand ils ont compris ce qu'ils étaient et qu'ils avaient vraiment aucune limite, et que bah, leur prochain personnage qu'ils allaient créer, ils allaient aussi devoir créer leur plan d'origine, là, ils se sont mis à avoir une bonne imagination et à créer du coup bah, des nouvelles espèces, à créer un plan, à créer une situation économique, à créer une Hmm. situation politique. Et ce qui est drôle, c'est que autant on dit ouais, les maîtres du jeu, ils créent toujours une situation bordélique dans leur univers, et bah les joueurs aussi, parce qu'absolument tout les univers qu'ils m'ont créé, c'est la merde, alors que je n'ai rien fait. Mais bon, voilà. Et, Non, mais oui, et bah, pour le coup, ouais, c'est quelque chose que moi, en tant que maître du jeu, je préfère cadrer énormément. J'aime bien avoir une timeline, avoir un truc assez précis et tout. Mais c'est vrai que bah, pour le coup, pour tes joueurs, ça doit être vraiment assez grisant en fait de pouvoir imaginer tout ce qu'ils veulent. Au-delà de même, moi j'aime bien quand je fais des one-shots, en fait, dire à mes joueurs, vous créez vos capacités. Bah, c'est un peu du groupe quand je joue avec toi au final que je tiens ça, de créer les 4 capacités, puis ça te fait ton personnage avec des statistiques et tout ça. Moi j'adore ça, pour le coup. Mais après, ouais, j'aime bien donner du calme. Mais c'est clair que si tu me dis que je peux me créer mon propre plan et tout ça, je vais kiffer à 200%. c'est ça. Après, la petite frustration que je pourrais avoir dans ce genre de cas, c'est qu'au final, bah, ça a de l'importance pour toi, le MJ qui va peut-être intégrer mon plan. Ça aura de l'importance pour moi, évidemment, en tant que créateur du truc, mais peut-être moins pour les autres joueurs. Je sais pas comment est-ce qu'ils s'intéressent bien aux autres, au plan des autres et tout ça dans l'idée. Ah, alors, ça dépend, vu que là, par exemple, bon, je peux spoiler en partie, j'espère qu'il m'en voudra pas parce que bah, son personnage est mort, mais un personnage qui avait prévu tout un plan. Bah, de préférence, mes joueurs, si vous êtes là, essayez d'arrêter d'écouter pendant quelques temps. Euh, de préférence, au pire, vous demanderez à ce joueur si vous avez l'autorisation. Il s'était imaginé une situation politique extrêmement dure, et le but de ce personnage, il a quitté son plan en but de regrouper des personnes, un groupe pour l'aider à régler ce problème plus tard dans son plan. Donc, il savait qu'il devait quitter son plan parce que bah, le jeu allait pas commencer dans son plan quand il allait rejoindre l'équipe, mais qu'il avait besoin d'une raison pour quitter ce plan-là. Du coup, il s'est imaginé une situation où il était obligé de quitter son plan, mais que le lien qu'il allait avoir avec les autres joueurs allait être utile parce qu'il voulait, même à travers les plans, en fait, c'est pas forcément les joueurs qu'il voulait recruter, c'est aussi tous les autres PNJ qu'il allait rencontrer et même matériel qu'il allait pouvoir récupérer pour aller sauver son plan. Enfin, sauver sans trop expliquer. Bon, malheureusement, actuellement, il est mort. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est que les plans qui m'ont été créés, eh ben, ils sont dans un document et que bah, ils vont potentiellement pouvoir aller un jour dessus. Que Hmm. d'ailleurs, ce qui s'est passé, j'ai un joueur qui a changé de personnage à un moment. Je lui ai pas spoilé, je voulais pas lui dire si, garde-le, parce que peut-être que bientôt il va se passer quelque chose de cool. Mais j'avais le plan dans lequel ils allaient aller ensuite, c'était le plan qu'il avait imaginé. Hmm. Bon, il a changé de personnage et il a quand même découvert un plan que moi j'avais réinterprété parce que, bah, comme tu l'as dit, j'ai quand même un contrôle sur le MJ, a quand même un contrôle sur les choses et recadre certains éléments Hmm. Bien sûr. cohérent par rapport à tout l'imaginaire qui m'a créé. Mais j'y rajoute ma touche, j'y rajoute ma narration et des choses dans le genre. Et vu que les joueurs, ils imaginent pas, enfin, ça dépend, pas forcément les villes, les positions, les trucs comme ça, mais une situation géopolitique globale, bah, je me la réinterprète, je la corrige un petit peu. Des fois, je peux juste classer bah, le temps est passé et des choses ont évolué. Et au final, tout ce qui crée va un jour, je vous le dis pour les joueurs, hein, c'est pas du spoil, un jour être en lien avec les autres joueurs. Que le joueur qui crée ce plan ait encore son personnage ou non. D'accord. C'est tout un programme. Et du coup, tu m'as dit, t'as combien de joueurs au total là-dedans? Alors, bah, du coup, sans votre groupe, hein, vu qu'à la base, aussi, ouais, c'est ce que je voulais raconter très rapidement, c'est que je voulais faire de la connexion entre les groupes. Hmm, bien sûr. Que C'est un trop cool plan qui ça. est fait par un joueur
enfin par un groupe, puisse être visité par un autre et que la situation elle puisse être affectée. Et des fois, ce qui aurait été très drôle, c'est si j'ai un groupe plutôt en ambiance neutrale mauvais, dans ce sens-là, qui résout les problèmes à leur manière, quitte à ce que c'est tuer un peu tout le monde, tuer les décideurs politiques, ou ne pas régler les choses, mais plutôt écraser les choses pour qu'elles se repartent de zéro. Bah, que du coup des joueurs puissent repasser derrière et repasser sur un monde un petit peu à vif, le sang à vif, la chair à vif de par l'autre groupe, et pour pouvoir réussir un jour un plan qui rallie les deux groupes, chacun de leur côté, pour potentiellement un combat final ou une alliance finale, et des choses dans le genre. Bon, comme tu le sais, mon groupe a été plus difficile à maintenir en place. En tant que ceux qui veulent faire du MJ à distance, donc en ligne, enfin même en général, mais en ligne, je trouve que c'est plus dur, vu qu'en ligne, tu dois maintenir un épisode, enfin relativement un épisode par semaine, voire plusieurs par semaine. Bah, quand tes joueurs ils sont encore étudiants, ou que, en vrai c'était que ça, le problème c'est que venait principalement des joueurs qui étaient étudiants. Eux, quand ils rentrent le soir, ils peuvent pas se permettre de jouer. Alors que mon autre groupe, malgré qu'il y avait quelques étudiants, là, certains travaillaient, et du coup le soir ils faisaient ce qu'ils voulaient, et ça les dérangeait pas de jouer jusqu'à minuit, 1h du mat, quitte à être un peu crevé le lendemain, tu vois. Bah, c'est ça. Moi, je taffais, je pense, déjà à l'époque où je sais plus, soit j'étais en stage ou en alternance, enfin bref. Moi, j'aurais bien aimé le continuer, ce petit jeu de rôle. Bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Et du coup, t'as qu'un seul groupe là, en l'occurrence. Tu me demandais combien de joueurs j'ai un groupe de 5 joueurs actuellement. D'accord. Ok, ok. Est-ce que tu as un souvenir particulier, un super moment, un souvenir positif pour l'instant de RP que tu voudrais partager, un ou plusieurs qui te viennent à l'esprit? De jeux de rôle, euh, j'en ai avec différentes émotions. J'en ai des très amusants que je voudrais juste raconter, parce que le jeu de rôle, malgré que ce soit effectivement une ambiance, c'est aussi pour rappeler que c'est humain et que l'erreur est humaine et que ce qui compte c'est s'amuser. On a eu une session, désolé, dans notre groupe on est 2 MJ qui on s'alterne entre nos 2 jeux de rôle, ce qui permet de temps d'écrire pendant que l'autre fait son jeu de rôle, etc. Même si les deux là actuellement sont en pause. On a eu un MJ qui nous a fait une énigme très drôle, qui se basait sur les constellations, enfin non, sur les étoiles. Le problème, c'est que notre MJ, désolé Arthur, hein, a confondu l'étoile du Nord et l'étoile du Berger. Donc l'étoile qui pointe constamment au nord et une autre étoile. Donc du coup, la solution de l'énigme consistait à pointer vers le haut, pointer vers le nord, mais on n'y a pas pensé, vu que on n'avait pas l'étoile du Nord en fait. Et du coup, on a passé, surtout qu'on en a, en plus on en a parlé énormément hors RP, ce qui n'était pas vraiment très sérieux, mais on était perdus. On avait fait des tableaux, en fait ça jouait sur les formes, donc au début il y avait 3 formes, et les formes devenaient de plus en plus complexes, et on était comme ça, on faire. Alors là il y a 3 triangles, là il y a 2 trucs, ici il y avait 3 choix, et tu sais, j'avais fait une arborescence titanesque sur un papier. J'en avais parlé à un autre pote qui n'était pas du tout du jeu de rôle, mais qui était du jeu vidéo, en mode, qui jouait beaucoup à jeux d'énigmes, et on était comme ça. Et ça a duré, pourtant ça a duré que 24 heures, on a joué le lendemain, hein. Mais je me rappelle avoir passé, alors que normalement je devais travailler sur Skybolt accessoirement, des heures à être sur ce papier à ma droite, à en parler avec tous les autres. Et en fait, à un moment, il y a un joueur qui a réussi, et on était comme ça, bravo. Et on était comme ça, et on fait, c'était du pif, vu qu'on avait une chance sur. En fait, on devait prendre 3 portes d'affilée, sinon on revenait au début. Parce qu'on a fait une chance sur 3 fois, vu qu'on n'avait pas de limite d'essai. Et donc on est comme ça, il fait Zoubi, donc c'était le nom de notre joueur qui a réussi, on fait c'est quoi ta logique? Il fait je suis pas sûr en fait. Il a fait je crois que c'est celui qui avait une forme qui pointait vers le haut, c'est le seul point commun que j'ai vu. Et il a fait oui c'était ça. Et donc il a eu l'expérience et il a level up, et on a fait désolé, hein, c'est pas roleplay Arthur, hein, mais on a besoin de. Tu sais, ça nous a trop rongé, on a besoin de la logique. Il nous a fait l'étoile du berger, c'est celle qui pointe vers le nord. Et on a fait non, Arthur, c'est l'étoile du Nord, en fait. Et donc, ça a été un gros moment de fou rire, et qui le mange encore, hein, d'ailleurs, actuellement. On continue à lui faire des blagues. Et voilà, le jeu de rôle, c'est des fois humain, c'est des fois des erreurs, mais c'est drôle. C'est drôle parce que tu t'imagines que c'est genre, ça doit pas être ça le contexte, mais que t'imagines un peuple maya très très ancien qui a fait un temple immense, colossal, avec des énigmes de partout et tout, et les mecs se sont plantés sur le nom de l'étoile. Voilà. Ça, c'est typiquement ce que tu pourrais voir dans Camelot, justement. Peut-être surtout,
ce qui était gênant, c'est que en l'occurrence, la notion de constellation, il n'y avait que la race des humains qui la connaissait, donc ça tombait, on avait un humain qui avait cette information. Mais du coup, en plus, c'était encore moins roleplay qu'on essaie de chercher les autres étoiles, du coup. Donc, nous, on n'avait pas le droit de chercher. Il nous a dit, bah, l'étoile du berger, je sais pas, lui, il a le droit de faire 2-3 recherches, mais bah, il nous a donné quelques infos, mais du coup, c'était impossible de penser au nord. Et c'était des fous rires de rire pendant très Des fous longtemps. rires de rire. Rire de rire. C'est beau. J'étais en train de barre de rire, mais c'était un peu gênant le terme barre. Enfin, bref. Et Ah, ok. sinon, 2 autres moments que je vais raconter très rapidement parce que je sais que Vas-y. je me suis entendu sur celle-là. Ça a été alors un qui n'est pas du tout un moment de roleplay, mais qui est un pur moment de constatation de jeu de rôle, de maître du jeu, pardon. C'est-à-dire que, comme je te l'ai raconté, mes joueurs ont un livre de création dans mon jeu de rôle qui est assez incroyable. Mhm. Et donc, je leur dis, imaginez un personnage pour qu'il aille rapidement du niveau 1 au 40. Un niveau, c'est 1 point de compétence dans un job, et un job, c'est 5 compétences. Ce qui fait donc un total de 8 jobs et 5 compétences par job. Il pouvait faire un peu ce qu'il voulait, il faut qu'il s'imagine que ça devient de plus en plus puissant, évidemment, et que je deviens évidemment de plus en plus tolérant sur la complexité des sorts au fur et à mesure. Et j'ai un joueur qui n'avait jamais fait de jeu de rôle, qui, genre, en quelques jours, m'a pondu donc direct, alors que je leur avais dit, évidemment, ça prendra du temps. Actuellement, ils sont à peine niveau 16, je crois, même si je commence à accélérer les level up. Mhm. Euh, il a imaginé les 40 niveaux directs. Et que déjà tu fais, oh, c'est marrant, ça m'a beaucoup pris de voir l'implication qu'il avait, à tel point qu'il allait un peu trop loin, vu qu'en fait, il m'a créé 3 personnages avec 40 compétences chacun, en fait. Et en fait, c'est actuellement le joueur qui m'a créé le plus de contenu pour mon jeu de rôle, plus que moi, parce que bah, moi, quand je crée mes compétences, j'en crée que pour le niveau de mon personnage, et Mhm. j'en crée quelques-unes sur lesquelles il va jouer, et de voir en fait bah, mes joueurs qui sont au fur et à mesure de plus en plus investis, et je trouve que ça m'a beaucoup pris. Mais Et tu une autre m'étonnes, ouais. scène, c'est une scène que tu as vécue, qui est une scène de finale de mon premier vrai jeu de rôle, vu que j'en avais Mhm. déjà fait un avant quand j'étais trop jeune et que mes joueurs, dont Valentin, étaient beaucoup trop jeunes pour s'impliquer dans le jeu de rôle, qui a fini un peu en accident d'après-midi, rigolote, à un Mhm. anniversaire quand j'avais 14 ans, quoi. J'essayais d'imiter mon frère et Nathan qui jouaient au jeu de rôle à l'époque. Et donc, quand j'en ai retravaillé un peu plus complexe, qui était très compliqué, vu que j'avais 6 joueurs pour un premier jeu de rôle, c'était écrasant. Et Et une surtout scène des qui m'a collégiens, quoi. Ouais, il m'a beaucoup écrasé de devoir gérer 6 joueurs pour une première fois. On a terminé la création de personnages à minuit, alors qu'on avait commencé, alors que tout le monde était là à 20h. On a terminé le jeu de rôle à 10h du matin par précisément l'extermination, comment tu dis quand des joueurs s'entretuent, Euh, par le massacre entre eux de tous mes joueurs à part un qui est un autre qui a trahi. C'était une full baston générale, c'était incroyable. Ça m'a beaucoup appris parce que ça m'a appris à faire beaucoup plus gaffe, à être beaucoup plus sévère entre mes joueurs, vu que je me suis laissé beaucoup écraser par mon frère qui était tellement impliqué par le fait que tout le monde était en train de s'entretuer, qui voulait gagner, qu'il était debout en train de jouer, à te dire que non, c'était lui qui avait la domination sur toi, qui essayait d'attraper la pierre à ce moment-là, et que bah, Mhm. je me suis écrasé par mon frère qui avait 6 ans de plus que moi, et que j'étais très content parce que bah, il est mort au final par un autre joueur qui a fait bah, qui était extrêmement évasif, qui avait beaucoup de mal, bah, Florian à l'époque, qui m'a passé un bout de papier en mode bah, je lui lance un couteau. Il a lancé son couteau. Et mon frère Aki qui avait survécu, qui était hyper guerroyant, vainqueur, en mode j'ai gagné face à tout le monde. Et il lui restait 3 points de vie. Et je lui dis bah il te reste combien de points de vie, Florian? Il fait bah pas beaucoup. Je lui dis bah tu te prends un couteau dans le dos, tu prends un critique, et il fait bah je suis mort. Pour résumer cette anecdote, parce que je m'en souviens bien, c'était pas mon premier jeu de rôle, parce que le tout premier jeu de rôle qu'on avait fait ensemble, c'était vraiment au tout début du collège, c'était un anniversaire, c'était un après-midi, où effectivement là c'était... L'accident dont je te Ah parle. oui, ça c'était l'accident. Bah du coup, effectivement, mon vrai jeu de rôle, c'était probablement celui dont tu parles là. Alors je me souviens, j'avais sauté sur le dos du boss final, je me souviens plus quelle créature c'était, mais Ouais. j'avais couru pour récupérer, c'était la pierre philosophale qu'on voulait, ça par contre je m'en souviens bien, et puis je l'avais chopé, et je m'étais pris, donc c'était la copine de ton frère de l'époque qui m'avait mis dans une cage, un truc comme ça, et moi j'étais vénère, et en fait j'ai été découpé, je sais plus trop pourquoi, mais je me souviens qu'il y avait la main autour de la pierre, ma main coupée autour de la pierre, enfin, c'était le bordel. Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, vous étiez 3 à sauter sur la pierre au moment où le boss est mort. Vu que quand le boss est mort, la pierre s'est reformée. Et Hmm. les 2 Florian ont sauté sur la pierre. Et en fait, bah, mon frère, c'était forcément le plus lent, vu qu'en plus, il lançait de la magie pour l'attraper. Toi, t'étais pas le plus rapide, vu qu'il y avait un joueur l'autre Florian, qui était capable de se téléporter. Et en fait,
bah, ça m'a saoulé parce que bah, toi, tu as été énormément affecté personnellement quand j'ai dit que c'était mon frère qui l'apprenait, alors qu'en vrai, ça devait être le troisième joueur qui était le plus évasif. Et en fait, j'ai eu du mal à être impartial. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je dois être impartial parce que mes Hmm. joueurs, ils le prennent à cœur. Si je suis pas impartial et que je me laisse écraser par quelqu'un qui parle le plus fort, bah, je vais forcément décevoir des joueurs. Donc c'est drôle qu'au final, celui qui aurait dû se téléporter, attraper la pierre alors que je lui ai pas donné, bah, c'est lui qui l'a à la fin parce que c'est lui qui est resté à la fin et qui a lancé son couteau en dernière minute. Et effectivement, tu as fini carbonisé par un deuxième chose que je conseille aux jeux de rôle, en tant que maître du jeu, soyez strict. Maintenant, je le dis à mes joueurs, je dis, si vous lancez un jet alors que vous m'avez pas dit ce que vous faites avant, je ne l'accepte Ah pas. bah oui, non mais bien sûr. Ouais. Et il y en a beaucoup qui sont beaucoup trop stricts et ils lancent leur dé en mode, tu sais, pour eux c'est normal, ils vont attaquer, ils vont faire leur auto-attaque, ou même la même action que la dernière fois. Mais bah ils sont pressés, je leur dis, bah non, non, désolé, tu me l'as pas dit. Et là, ça je l'ai appris aussi à ce moment-là parce que bah Mathieu, à ce moment-là, qui était aussi présent, Oui. a fait une invocation. Il a dit j'ai fait 0-1. J'ai pas vu son jet, j'ai pas entendu qu'il avait fait une invocation. Et j'ai fait. Tu sais, ça me fait chier, c'est un 0-1 dans une scène qui est incroyable. Est-ce que je le refuse? Bon, au final, je l'ai accepté. C'est de ce démon-là d'ailleurs qui t'a carbonisé avec ta main qui est restée autour de la pierre. C'était le bordel. Mais c'était ma Et première voilà. expérience. J'ai commencé sur une trahison parce que je me souviens avoir trahi le groupe. En fait, c'était complètement calculé que je voulais la pierre philosophale. Et je suis resté un gros traître, globalement. Si bien que beaucoup de mes gens, des gens qui jouent avec moi au jeu de rôle, se demandent pas si je vais les trahir, ils se demandent quand je vais les trahir. Euh, c'est pour ça que Tu vois, généralement maintenant j'essaie de jouer des persos loyal good. Mais c'est rare. du coup, si vous êtes MJ et que vous devez faire un one-shot, bah, moi, ce que j'ai fait dans ce jeu de rôle-là, c'est que mes 5 joueurs voulaient, pour leur gueule, la pierre de fin. Donc, je Hmm. savais que alors, je savais que ça allait partir en couille. Il n'y en avait que un qui avait décidé de créer un paladin qui, lui, le voulait pour la communauté et pas pour son peuple ou son espèce. C'est le seul, d'ailleurs, qui ne s'est pas battu durant le combat final et qui Hmm. s'est mis de côté dans un portail d'un autre joueur, de mon frère, justement, pour être à l'abri du combat. Sauf que, vu que mon frère s'est fait tuer, le portail s'est refermé sur lui. Il est donc actuellement enfermé dans le monde des démons. Il est encore vivant alors qu'il est. C'est justement Alvin, ce jour-là, qui m'a donné envie de faire pas du one shot, de faire du long terme. Parce Hmm. qu'il m'a dit, en fait, j'ai envie de rejouer ce personnage, j'ai envie de jouer ce paladin enfermé parce qu'il a cru un de ses amis, enfin, un de ses coéquipiers qui a été trahi par un autre coéquipier, et qui a passé X années dans le plan démoniaque, et qui maintenant a potentiellement muté en partie en démon, sa Great Sword, son espadon fier de paladin finit par fusionner avec lui, mais sa foi a été corrompue. Et tu sais, j'ai fait merde, c'est vrai que c'est stylé, ça donne envie, et c'est lui qui m'a donné envie de poursuivre, de transformer mes one-shots en long terme. Hmm, hmm, hmm. Non mais Et vous, complètement. en tant que MJ, si vous voulez faire un moment MJ avec un groupe de potes qui se connaît pas spécialement ou qui justement se connaît très bien, et vous savez que ça va durer une séance de 10 heures, en vrai c'est dur de se dire ça va durer pile 10 heures. Moi j'ai eu beaucoup de chance pour mon premier jeu de rôle que ça dure pile ce qu'il faut. Donnez des objectifs, mettez-les tous de dos, parce que ils vont tous se suspecter, ça va créer des situations rigolotes, ils vont tous Hmm. essayer de tout faker une amitié, de faker une entraide, et au final, comme l'a dit Nathan la dernière fois, du coup, vu qu'ils savent qu'ils vont tous mourir à la fin, ils n'hésitent pas à faire des choses qu'ils ne feraient jamais d'habitude, et ça donne des moments épiques. Qui peuvent être salés, parce qu'en vrai, il n'y a qu'un joueur qui finit gagnant, hein. Hmm. Et vu que le moment passé a mis de l'émotion, les personnes ne pourront pas, enfin, je pense, ne vont pas en ressortir avec un avis négatif. Alors Tout, que j'ai été très non impartial lorsque ça m'est arrivé. tout à fait, tout à fait. Je vais me permettre de raconter une anecdote, du coup, vu que t'es invité ce soir et qu'on l'a vécu ensemble. Moi, ça me rappelle, parce qu'on a parlé de Mathieu, on le charge un peu, le pauvre, mais on l'aime beaucoup. Et ce jeu de rôle était quand même très très marrant. Mais je me souviendrai toujours de l'entrée, quand on arrive à l'entrée de cette ville devant une porte fermée, t'as les gardes sur la muraille. Donc voilà, on est notre groupe d'aventure, on arrive devant une porte fermée, il y a des gardes sur la muraille. Ils nous refusent le passage. D'accord, très bien. Donc on commence à dialoguer et tout. Et au bout de, je sais pas, 3 4 minutes de dialogue, ils font bon, on vous laisse passer parce que vous êtes gentil. En Oui, fait, c'est vrai qu'on est en fait, gentil. c'est compliqué. Je pense que Mathieu, il a fait la même erreur que j'avais fait lors de mon premier jeu de rôle, et c'est Nathan qui m'a dit, lorsque j'ai fait. Ah non, c'est vrai que je crois que j'avais fait un autre jeu de rôle. Ah, je sais plus d'où ça vient. Parce que je sais que j'ai fait un jeu de rôle où Nathan a joué en tant que joueur, alors qu'il n'était pas présent dans ce truc-là, donc je sais pas quand est-ce que ça arrivait, c'est peut-être arrivé après. J'ai fait un jeu de rôle avec Nathan et toi en tant que maître du jeu.
Ah, pour c'est peut-être info. c'est il m'a dit: «Fais gaffe, je sais pas si ça vient du donjon de Nalbuck, mais tous tes NPC sont insupportables. Tous tes Oui. NPC sont méchants». Et en fait, bah, vu que j'avais en tête que mes joueurs étaient entre guillemets mes ennemis et que je devais leur mettre des épreuves, bah, un peu tout ce que je leur faisais affronter était méchant. Les gardes étaient désagréables, plein de choses dans le genre. Et qu'en Mhm. fait, bah, ça saoule, ça saoule. Donc faites attention aussi à ça. Mhm. Et bah, je pense que Mathieu, il a eu un peu ce problème. Il s'est dit non, c'est une ville, voilà. Et du coup, il s'est fait ça. Et bah, vu que bah, nous, on n'avait pas d'autre solution, vu que des fois, il faut se dire en tant que MJ, et c'est pour ça que j'essaie aussi de changer ma manière de mettre du jeu, on s'imagine une solution. Et vu qu'on s'imagine une solution, des fois, on est trop amené à la forcer, Mhm. alors que bah, tu ne joues pas avec une pensée, enfin, avec une pensée, tu joues avec 5 pensées en commun qui essaient de plus ou moins s'organiser. Tous les MJ auront connu une porte qu'ils ont mis devant leurs joueurs et qui pensaient que ça allait être une porte et que les joueurs ont pensé que c'était un balrog transformé en porte et qui ont mis 10 minutes à ouvrir cette porte. Ouais, non, mais Et c'est bien connu. Ouais. la pensée commune est très différente déjà de ta pensée. Et du coup, bah, c'est très dur. C'est pour ça que je conseille beaucoup. Moi, ce que je fais maintenant, je pense pas à une expérience, je pense une situation. J'imagine une situation politique et plus ou moins sociale ou mythique. Et j'essaie d'oublier qu'il y a des joueurs qui vont y passer. J'essaie de me dire, bah voilà, cette ville, elle a vécu ça, elle craint ça. Et après, je me dis, si moi je devais y entrer, qu'est-ce qui se passerait? Et si j'arrive trop difficilement à la conclusion que bah il laisserait jamais ouvrir, bah, qu'il n'y aurait pas de solution, bah c'est peut-être que ce serait juste pas intéressant en fait. Et, Mhm. et vu que j'essaie d'imaginer aucune solution, je m'attends à rien quand mes joueurs vont jouer. Ce qui fait que dans tous les cas, tu vas être surpris. Dans tous les cas, tes joueurs, ils vont penser d'une autre manière que toi. Et quand tu as trop une solution en tête, du genre là, ils vont devoir affronter le roi et des choses dans le genre, et que eux, en fait, bah, ils essaient plutôt de voler la couronne et de faire passer le prince en tant que roi parce qu'ils ont cru que la situation politique, elle amenait à ça. Et bah, si tu t'attends trop à une situation, si tu attends trop à une situation, tu vas être amené à la forcer. Mhm. Bah, c'est ce que j'essaie de faire aussi quand j'écris des one-shots, mine de rien. Maintenant, mon idée principale, c'est je vais me donner un petit cadre. Généralement, voilà, c'est entre guillemets un huis clos dans un village, dans un plan, un truc assez petit. Et en fait, je vais donner un objectif plus ou moins initial, mais qui ne doit pas forcément être résolu. Et j'écris plein de PNJ qui sont tous connectés entre eux. Mais ce qui fait que tu as plusieurs factions en fait à l'intérieur du petit RPG et c'est pareil en fait. Je n'ai aucune idée de comment les joueurs vont finaliser l'objectif final ou peut-être qu'ils vont même s'en créer un totalement différent en fonction des PNJ qu'ils vont rencontrer et du coup des objectifs qu'ont ces PNJ et s'ils veulent ou pas abonder dans leur sens. Et du coup après c'est YOLO les gars, voilà, je sais que ça doit finir dans la soirée, c'est-à-dire que tu as un contre-la-montre quand même qui se crée mais à part ça, vous faites comme vous voulez. Et c'est pas mal parce que du coup, tu t'attends effectivement à rien, quoi. Et ça marche plutôt bien. En petite anecdote, hein, dans l'un des derniers plans qu'ils avaient visités, c'était un plan très politisé dans une sorte de dystopie où les riches villes, c'est pas très original hein, si vous avez lu un peu de romans ou de films, mais dans une communauté riche qui vit au-dessus et qui vit en utilisant les ressources des pauvres, avec une police autoritaire, hein, on est sur un truc plutôt classique. Et, et du coup, bah, j'imaginais donc les grosses options que j'essaie de m'imaginer, mais que je veux pas les forcer, c'est bah, j'ai imaginé donc effectivement classique aussi une rébellion en fait qui essaie de voler de la nourriture et qui essaie de combattre cette dictature. Et bah potentiellement un autre choix qu'ils auraient pu faire, c'est tout simplement bah, écraser cette rébellion en rejoignant les forces de l'ordre, ou tout simplement tout éradiquer sur leur chemin, ou essayer de faire des vraies négociations. Bon bref, j'essaie de rien trop m'imaginer. Les situations que j'imaginais étaient plutôt principalement en dialogue avec cette élite ou cette pauvreté. Et la situation est arrivée qu'un joueur a décidé de voler le pistolet d'un mec qui passait sur le chemin, sauf qu'il n'a pas réussi son jet de discrétion, du coup il s'est fait repérer. Plus tard, les mecs sont revenus, donc ils se sont battus dans comment ça s'appelle, une brasserie, enfin un truc pour bouffer, quoi, un pub. Donc ce Mhm. qui n'a rien à voir avec absolument tout le reste, hein, mais bon, bah c'est arrivé, hein. Il a raté son jet, c'était les conséquences. Du coup, ils sont tous dit, on fuit, on va fuir. Du coup, ils ont fui, il y a un joueur qui fait, bah non, moi j'ai rien fait, je vais attendre ici les forces de l'ordre, je suis un témoin, il y a des caméras, tout le monde on va pouvoir prouver qu'on c'était de la légitime défense. Du coup, bah, il s'est fait arrêter. Il a eu donc et donc d'un seul coup, j'ai dû me décider à créer une scène d'interrogatoire. Mhm. Du coup, c'est devenu un jeu de rôle d'interrogatoire. J'ai interrogé cette personne-là
ils se sont dit, mais pourquoi vos alliés ont fui? Il a répondu, parce qu'ils sont complètement cons. Ce qui n'était pas tout à fait faux. Les joueurs ont fini par se dire, attends, mais c'est vrai que s'il s'est fait arrêter, bon, il avait peut-être raison. Ils sont allés au commissariat se rendre. Donc, j'ai dû faire, donc, comme j'ai déjà dit, un interrogatoire sur tous mes joueurs, qui ont donc décidé de donner des aveux différents. Et donc, du coup, tu sais, ils auraient juste donné tous le même aveu et c'était terminé, ils partaient, hein. Et j'étais en mode, bah oui, mais bon, n'importe quel, même un gendarme nul à chier, hein, alors, pour l'interroger, il voit qu'il y a des témoignages différents, il est obligé de continuer en fait. Il voit un On a truc frappé sur ton bureau, quoi. ouais. Et donc j'ai fait deux séances et pourtant il a été cool, hein, il a été grave cool, hein. À la fin, mes gens ils étaient en mode ah ouais, l'autorité en fait elle est grave cool dans ce plan et j'étais en mode bah oui, parce que c'était vrai, ça commençait à devenir chiant en fait. Je devais interroger tout le temps, alors c'est l'avantage de Discord, tout le temps un mes joueurs, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui comprenne que c'est lui qui fout la merde à, à donner un témoignage différent, et donc ça a fini par se résoudre, et ça a donné une situation qui était très très drôle, et c'est arrivé une deuxième fois plus tard en fait. Ah putain. Ils ont foutu la merde, et ils ont redécidé de quand même aller se rendre pour dialoguer, et ils ont redonné des témoignages différents, et j'étais en mode allez, on s'en sort. Mais au final, ça a permis de faire beaucoup de roleplay à des joueurs, vu que, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de joueurs qui sont néophytes et qui ont du mal avec le roleplay. Et ça, le fait qu'il n'y ait pas le regard des autres joueurs à juger qu'ils allaient jouer roleplay, j'ai encore, par exemple, un joueur qui a du mal à dire laisse-moi passer. Il lui va plutôt dire je dis au mec de me laisser passer. Et tu fais et je veux pas le forcer, mais vu qu'on est d'un groupe de potes qui se tauntent un petit peu, il se fait aussi un petit peu chier dessus des fois de temps en temps. Et là, il a eu plus de facilité à dialoguer avec que son personnage dialogue avec le mien. Et c'était ça. Mais voilà, tout peut arriver dans un jeu de rôle. Voilà, tu fais un jeu de rôle où il y a un combat entre l'Empire et la République, et il y en a qui vont au commissariat faire des témoignages. Non, tout peut arriver dans un jeu de rôle, les seules limites étant l'imagination, et c'est parfait, encore une belle transition, puisqu'il reste à peu près 4 minutes à ce live. Donc je vais finir par la question qui, je pense, va être rituelle un peu, je vais voir ce que ça donne, hein. Sur la fin de tous mes Imagilab, question un peu philosophique, qu'est-ce que pour toi l'imagination? Voilà, tu as 3 minutes pour... 4 minutes 3. Prends ton temps. L'imagination, c'est un peu tout ce qui. C'est marrant, j'ai envie de le penser un peu de manière historique. Enfin, historique, c'est un peu bizarre. L'imagination, c'est tout ce qui a fait peur. C'est à travers les âges, c'est ce qui a été. Ce qui s'est nourri et ce qui a été nourri par les peurs de l'humain, en fait. D'accord. Et c'est un peu sa propre peur. Énormément de choses est né de ces peurs, que ce soit la chasse aux sorcières, que ce soit la religion, je suis en train de dire que la religion fait peur, mais oui, pour moi la religion est un outil de peur, un outil de croyance, mais bon, on va pas partir dans ce débat en 4 minutes. Ça va être compliqué. Et qui, alors même si on continue évidemment à avoir des peurs, avec un peu l'ouverture scientifique et internationale, le fait que maintenant on commence à comprendre énormément de phénomènes qui nous faisaient peur, et maintenant que cette peur est moins présente, maintenant on sait ce que c'est que l'orage, on pense pas que c'est Zeus qui nous attaque, maintenant on sait ce que c'est que les étoiles, on pense pas que c'est des héros mis dans le ciel ou d'autres vies, enfin, même si c'est encore un autre débat. Et maintenant qu'on a cette peur elle s'est transformée en fantasme. Et l'imagination, c'est un peu cette peur qui se transforme en fantasme et qui nourrit et qui fait peur et qui donne envie de découvrir absolument pour tout le monde, que ce soit pour les créateurs comme pour ceux qui viennent y goûter. C'est beau, c'est très très bien dit, et ça conclut parfaitement ce live. Écoute, je te remercie, Aurélien / Décibel, d'avoir participé à ce deuxième épisode d'Imagilab. Je te souhaite une excellente soirée, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Comme tu vois là, je vais pas couper avant d'avoir souhaité bonne soirée à tout le monde. Et je vous dis à la semaine prochaine, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch. Ciao tout le monde. Adieu.